Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 99e numéro déjà, oui, à un numéro des 100 et on vous prépare peut-être quelque chose de sympathique pour le 100e. On aura la trêve internationale pour y réfléchir, mais voilà, histoire de marquer le coup. Mais d'abord, avant de venir au 100e, 99e numéro pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité aujourd'hui. C'est cette victoire évidemment 4-2 contre l'Olympique Lyonnais dans ce match décisif pour la course au titre hier lors de la 30e journée de Ligue 1. Victoire des Parisiens 4-2. On va revenir évidemment sur le match, il y a beaucoup de choses à dire, positives évidemment, puisque c'était un match quand même un tournant de la saison, on en avait parlé longuement dans le précédent podcast, et les Parisiens ont fait le boulot, et justement on va revenir sur cette performance réussie des Parisiens avec mon équipe du jour. Tout d'abord Mousse. Mousse, salut à toi, et comment vas-tu? Tout simplement, j'imagine, très bien. Salut Hugo, salut tout le monde. Écoute, ouais, ça va très très bien. Je me suis levé ce matin, j'ai pris mon petit café dans mon jardin. Je me la raconte un petit peu. Voilà, Ouais. j'ai coché la case dans l'attestation café dans le jardin. Voilà, j'ai pas été contrôlé, tout va bien. Non, super soirée hier. Hâte de débriefer ce match. Pour une fois qu'on débriefe un match de Ligue 1 qu'on a kiffé, Ouais. on va en profiter. Je me tourne vers le deuxième qui avait avec nous aujourd'hui, Yacine Amned. Ça va Yass? Salut à tous, ouais, ça va bien, merci. Là aussi, plutôt, voilà, il y aura. J'imagine que tu vas me dire, attention, les 30 dernières minutes ont été quand même compliquées, mais 60 très très bonnes premières minutes, Yacine. Ouais, franchement, ouais, 60 minutes de haut niveau. Et on a eu enfin un état d'esprit du jeu. Franchement, c'était ce qu'on attend depuis longtemps. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui fait son retour après une petite absence la dernière fois. Il est tout frais, il vient de nous dire qu'il vient d'aller faire un footing dans Versailles. Ouais, il a traversé le parc de Versailles et il est en pleine forme pour débriefer ce match. Ça va, Nico? Salut tout le monde. Ouais, ça va. Ouais, parce que Mousse, il se la raconte avec son petit jardin là, mais moi, je suis dans le parc de Versailles, donc ça me passe au-dessus tout ça. Hein. Ouais. Je suis tout petit. Nico, pour ceux qui ne connaissent pas, le parc de Versailles, il est immense. Hein. Ah bah ouais, venez me voir. Hein. On ira courir ensemble et on discutera du PSG. Il y a pas de souci. Hein. Vous êtes tous les bienvenus. Même Mousse, t'es bienvenu si tu peux tenir. Voilà, si vous voulez croiser Nico, si vous voulez croiser Nico, il court 3 fois par semaine dans le parc de Versailles, donc vous pouvez tomber sur lui. Une démarche quand même assez rapide. Hein, voilà, c'est un vrai coureur. C'est ça. Il s'entretient bien, donc voilà. Si vous avez envie de parler de Baker, c'est le moment. Parce que il est tout seul, il se met dans ses écouteurs, ses débriefs sur Baker qu'on a fait avant quand il y avait Thomas Tourelle. Voilà. C'est ça. En fait, je suis abonné à un podcast néerlandais et en fait, il parle que de Baker et j'adore. Franchement, j'adore. Ah, ça tombe bien qu'ils en parlent parce que nous, on pourra plus trop en parler, je pense, de la saison parce qu'il a disparu des écrans radars. Hein, ça, voilà, il est dans la hiérarchie des arrières gauche, il est descendu en dessous de Kurzawa, en dessous d'Abdou Diallo. Bon, même Bernat blessé sur une jambe, je pense qu'il passerait devant. Il est peut-être même derrière Leonardo là. Ouais. Donc, heureusement, la Ligue Baker, on le verra plus beaucoup, mais on espère quand même voilà, leur voir quelques minutes pour en parler avec toi. Yacine, avant que je commence sur le débrief, sur la minute tactique, ça va être intéressant parce que c'est un peu ce qui s'est. Tu vois, je pense que ta minute va ressembler un peu à celle que tu avais fait contre le Barça, en tout cas dans la première période. Ouais, justement, je vais faire à peu près, je pense, le même schéma. Enfin, dans l'idée, pour l'instant, je suis parti là-dessus, c'est-à-dire la première période et la seconde, plus que offensif, défensif, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actions en première période où il y a les deux phases. Paris a été très bon dans la transition. Et en fait, ouais, je vais partir sur plutôt la première période, puis la seconde. En plus, là, on a toute la semaine, donc je vais pas les enchaîner les minutes. On va laisser un peu de temps. T'as le temps de les livrer pour que les gens, tu vois, réapprécient, revoient un peu le match d'une autre façon. Donc voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses en plus qui, je pense, se rapprochent de ce qui va se passer contre le Bayern. Et d'ailleurs, il y a aussi, j'ai fait une minute tactique hier sur le match du Bayern, même si bon, ils ont joué à 10, tout ça, mais il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Et eux, quand ils prennent un rouge au bout de 10 minutes, qu'est-ce qu'ils font en réaction? Ils en collent 4 en première période avec un triple Lewandowski. Donc évidemment, on n'a pas attendu ce match pour être prévenu de l'armada offensive du Bayern. Bon voilà, vous êtes prévenus sur en tout cas ce qu'il y aura dans la minute tactique de coach Yacine. Les incidences au classement quand même, parce que c'est l'information importante de ce match hier remporté par les Parisiens dans ce choc contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, c'est que le Paris Saint-Germain redevient leader en fin de la Ligue 1 avec 63 points. Lille, qui a été surpris par Nîmes, défaite 2-1 des hommes de Christophe Galtier, sont à la deuxième place, égalité de points à 63 points, mais à différence de but, le Paris Saint-Germain est devant, plus 46, Lille est à plus 31. Lyon,
qui a perdu hier, est presque à 60 points avec plus de 29 de différence. Et Monaco, qui a gagné d'une belle façon vendredi soir contre Saint-Etienne, une victoire 4-0. Et qui n'est pas, on avait peur après leurs récents échecs de les voir décrocher de la course au titre. Et finalement, ils sont à 59 points. Donc ils sont toujours en course, ils sont plus qu'à un point de Lyon. Monaco qui est donc 4e avec 59 points. Mais voilà, le Paris Saint-Germain qui est leader pour la 9e fois seulement de la saison. C'était une information donnée hier au Canal Football Club par Gauthier Kungsman. Mais voilà, 9e fois seulement que le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1. Et c'est vrai que dans le classement des confrontations directes du top 4, Yacine, Paris était dernier parce qu'il n'avait pris qu'un seul point contre Lyon, Monaco et Lille. Lyon était premier avec 7 points, Monaco aussi avec 7 points, Lille 6 points, Paris n'avait pris qu'un seul point avec les 3 points d'hier, ça fait 4. C'était un tournant décisif hier quand même parce qu'on l'a dit, Paris pouvait prendre un avantage psychologique sur ses concurrents. On rappelle en milieu de semaine, Paris avait mis déjà 3-0, même si c'était en Coupe de France, je pense que ça joue dans les têtes. Là, le travail a été fait de belle manière au moment le plus important ici. Ouais, on va dire que Paris saisit enfin sa chance parce qu'on l'attendait. Ça revient un peu à ce qu'on a dit depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'une semaine on dit c'est la mauvaise opération, la semaine d'après on dit c'est la bonne opération. Là, on est sur la semaine bonne opération. Il va à la trêve internationale, donc déjà la semaine prochaine, on est tranquille. Juste, je fais un petit truc sur ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avais parlé de goal average particulier. Apparemment, je me suis trompé. C'est le goal average général qui fait la différence. Je pensais qu'il y avait eu un changement. Bon, apparemment, c'était pas le cas, donc déjà désolé. Pour revenir sur ce qu'a fait le PSG, oui, enfin, Paris avait les résultats des autres avant le match. On a vu que c'était pas forcément une bonne chose sur les précédentes journées. Apparemment, là, ils se sont dit, c'est maintenant, faut arrêter les bêtises, quoi. On va arrêter d'avoir des chances, des jokers et de les griller. Et d'entrée, on a vu qu'ils étaient venus là pour gagner, qu'ils n'étaient pas en position attentiste en disant, à un moment donné, ça va passer. Là, ils ont décidé de prendre les choses en main. Je rappelle quand même que c'est vrai que ce que tu disais sur les fameuses confrontations, la première partie de saison, elle a été compliquée parce que Paris n'a pas pris de points contre les gros. En attendant, même si on a des doutes avec Pochettino, Paris a donc gagné à Barcelone, a battu Lille en Coupe de France, on attend dans 15 jours le match en championnat, a battu Lyon et a battu Marseille. Donc, sur cette deuxième partie, déjà, tu recommences à prendre des points dans les matchs qui comptent. Après la prestation globale, elle est sur une heure déjà, elle est énorme. Voilà, dans l'activité, dans l'intelligence de jeu, dans la solidarité, tout le monde a défendu et cette envie d'aller faire mal. Et je pense que le symbole de ça, c'est la première action d'Mbappé sur la sortie de balle avec Verratti, où il accélère sur Marcelo, où il centre parfaitement sur Keane. On a senti cette envie de prendre les points, d'être enfin leader, même si c'est qu'à la différence de but. Donc c'était une belle soirée. Et enfin, Paris qui répond présent en ayant les résultats des autres avant, puisqu'avant, ça n'avait malheureusement pas fonctionné ou, je sais pas eu l'impact qu'il fallait à ce moment-là, quoi. Nico, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, on les débriefe toutes les semaines ici, évidemment, dans le podcast Orge Capital, mais Paris, en tout cas en Ligue 1, avait brillé par son inconstance, non-capacité, on va dire, à enchaîner 2 performances abouties. Là, par rapport à Nantes la semaine dernière, c'était le jour et la nuit. Ils ont bouclé la semaine quand même de la meilleure des manières avec la victoire contre Lille, puis celle contre Lyon, où ils ont été collectivement, techniquement, tactiquement, enfin bref, dans tous les domaines, supérieurs à Lyon pendant 60 minutes. C'est quand même un match quand même qui va compter pour la fin de saison en championnat. Ouais, comme le dit Yacine, en plus, ce qui est important, c'est qu'ils étaient attendus vraiment sur ce match. C'était un rendez-vous qu'il fallait pas rater et ils ont répondu de la meilleure des manières. C'est le meilleur match de Ligue 1 qu'on ait vu depuis longtemps. Après, ça pose quand même une question, c'est est-ce qu'ils choisissent leur match? Parce que comment t'expliques cette prestation et que tu regardes celle de Nantes la semaine dernière et que tu fais une comparaison, c'est terrible. Donc, je ne sais pas s'ils les choisissent, si c'est encore une fois lié au physique, mais en tout cas, hier, tout était réuni. Et je pense que tous les supporters du PSG se sont régalés pendant 1 heure parce que c'était vraiment c'était beau, c'était efficace. Ce qui était en plus incroyable, c'est qu'il n'y en avait pas un en dessous des autres. Il y avait une espèce d'homogénéité dans l'excellence parce que franchement, cette première heure, elle est vraiment excellente. Et puis à 8 journées de la fin, reprendre la Ligue 1, c'est
c'est pas anodin, je pense, parce que ça devient dur. On voit que Lille commence à souffrir, on voit que Lyon, ça fait un petit moment que c'est dur. Monaco, c'est un peu l'inconnu du moment parce que ils sont encore, il me semble, dans une bonne dynamique, mais reprendre la Ligue 1 là maintenant, c'est un vrai tournant, je pense. C'est un vrai tournant et j'ai le sentiment que si tu gères bien un match contre Lille dans 15 jours maintenant, tu fais plus qu'un gros pas vers le titre parce qu'en plus, cette différence de but favorable au PSG, ça te donne un tout petit matelas sur les autres équipes. Donc non, la soirée, elle est parfaite. Elle est parfaite à tout point de vue, vraiment. Mousse, c'est sûr que dans les matchs, là, on arrive période mars, les matchs qui comptent. Yacine le disait, tu as gagné contre Lille en Coupe de France, tu as gagné contre Marseille et c'était le premier titre de Pochettino d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain. Tu gagnes contre Barcelone où tu fais une prestation collective aboutie. Hier, voilà, c'est un peu le même match. On a revu en tout cas ce qu'on avait vu lors du match contre Barcelone, prestation collective aboutie avec du pressing, de l'intensité. C'est vrai que c'était une prestation quand même très très réussie des Parisiens et c'est ce qu'on attendait dans cette lutte pour la course au titre dans cette fin de saison. Oui, mais malheureusement, on l'avait vu que contre Barcelone et en Ligue des Champions. En Ligue 1, de façon que ce soit avec Thomas Tuchel ou même ensuite après avec l'arrivée de Pochettino, on avait rarement vu cette équipe jouer de cette manière. Hier, il y a eu tout, il y a eu de la vitesse, du jeu. Voilà, ils ont mis tous les ingrédients qu'ils n'avaient jamais mis avant. Là, ils connaissaient le résultat de Lille, un peu comme le match face à Nantes. Pareil, sauf que face à Nantes, aucune envie, aucune motivation. Donc évidemment que le match d'hier, ça nourrit quelques regrets, comme le disait tout à l'heure Nico. C'est à se demander s'ils choisissent leur match. Et on peut dire évidemment qu'ils choisissent leur match parce que Nantes, qui n'était pas terrible, tu te fais battre à domicile par Nantes en refusant de jouer. Hier, tu joues, tu déstabilises toute l'équipe de Lyon pendant 1 heure, c'est vrai. Après, il y a une sorte de décompression à la dernière demi-heure parce qu'ils s'en doutent un peu dans leur esprit. Il y a un peu de gestion, beaucoup de fatigue aussi parce qu'ils ont beaucoup donné pendant 1 heure. Mais voilà, ça laisse quand même quelques regrets sur tous les matchs qu'on a pu voir avant. C'est le seul vraiment où on a pris du plaisir et je pense que eux aussi ont pris du plaisir. C'est ça aussi que je comprends pas avec cette équipe-là, c'est que quand tu fournis des efforts, quand tu respectes les consignes du coach, eh ben il y a du plaisir. Pendant 1 heure, ils ont joué à une touche de balle, c'était rapide, du jeu vers l'avant. Même les milieux qu'on a beaucoup critiqués, que ce soit Gay ou Danilo, ils ont fait un super match hier. Très très peu de fautes techniques, très peu de pertes de balles. Tout ce qu'on a vu auparavant en Ligue 1, comme si ils avaient gommé ça directement et sans doute qu'ils ont pris conscience que c'était une des dernières chances de pouvoir récupérer cette place de leader. Parce que comme l'a dit Nico, ça commence à être difficile pour tout le monde. Et puis nous, on est encore sur 3 compétitions, donc on a encore beaucoup de matchs à jouer. La Coupe de France, la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas pour les 2 autres. Donc voilà, vraiment très très satisfait. Et puis maintenant, on attend le match contre Lille qui réitère la même prestation qu'ils ont fait hier. Et honnêtement, si le PSG bat Lille dans 2 semaines, voilà, il faudra. Enfin, je pense que là, on sera tranquille. Ça sera le tapis rouge jusqu'à la fin du championnat. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais moi, je suis très très content et rassuré de voir que le PSG, même en Ligue 1, peut sortir un gros match. Nico, tu veux prendre la parole? Ouais, d'une manière globale, avant de rentrer dans l'analyse des joueurs, mais d'une manière globale, hier, il y a quand même 2 enseignements. C'est que, quand le PSG décide de jouer en bloc de manière simple, avec une volonté de courir de chacun, on voit tout de suite la différence. Il y a une qualité de football qui se met en place toute seule, et c'est assez bluffant. Et puis le deuxième enseignement, c'est que si le PSG joue comme il l'a joué hier, il va aller chercher le titre sans aucun problème. Sans aucun problème, parce qu'aujourd'hui, tu vois que cette équipe est leader avec 7 défaites au compteur. Tu vois la marge qu'elle a sur d'autres équipes. Voilà, Lyon hier était un favori, enfin un postulant du titre également. On voit la marge qu'il y a entre un PSG dans un bon jour et avec un Lyon. Alors, Lyon a sûrement aussi raté un peu son match, mais il y a trop de marge. Il y a trop de marge et je pense que ce sera la même chose avec Lille. Si le PSG joue comme il a joué hier, il n'y a aucune équipe actuellement en Ligue 1 qui peut rivaliser, qui peut s'accrocher. Donc le PSG a clairement les cartes en main maintenant pour bien finir cette saison. On l'a souvent dit, le principal adversaire, Yacine, du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain en fait. Ouais, malheureusement oui, mais
en fait, heureusement et malheureusement. Malheureusement, parce que quand ils décident de faire des matchs comme la semaine dernière, et heureusement, parce que ça veut dire que quand ils décident aussi de jouer, bah oui, il n'y a pas de concurrence. Tu peux écraser n'importe qui. Le petit truc, c'est que je reviens sur ce que j'avais dit la semaine dernière sur Lille. Bah, ça se vérifie, c'est-à-dire que encore une fois, aussi cette expérience, malgré tout, elle est importante parce que Lille n'a pas l'habitude d'être en tête et d'être le chassé. Et on voit bien sur leur prestation contre Nîmes que c'est pas anodin. On avait dit il y a des équipes qui sont capables de jouer le maintien et d'autres quand ils se retrouvent dans cette situation de se dire tiens le maintien c'est aussi un état d'esprit et il y en a qui sont pas préparés. Bah, Lille n'est pas préparé parce que la défaite contre Nîmes elle n'est pas juste accidentelle. Ils n'ont rien proposé, ils n'étaient pas dedans, ils n'y arrivaient pas. Peut-être que le match de Coupe de France aussi dans la semaine, on en avait parlé, on sait jamais en fait l'impact que ça a. Est-ce qu'il a eu plus d'impact qu'on ne le croit? Mais peut-être que de prendre une. Même si Lille n'a pas démérité contre Paris, ils ont eu des occasions et tout, mais malgré tout, de prendre un 3-0 comme ça, Ah oui. tu commences à te dire est-ce que finalement on est capable? Est-ce qu'on a les épaules? Est-ce que voilà, il nous reste plus que ça? Il faut qu'on aille le chercher parce que la saison, ce ne sera pas un échec pour Lille, mais malgré tout, sur la durée de la saison, Je pense quand même que tu peux on va avoir avoir des regrets. énormément de regrets quand on connaît Voilà. le caractère de Christophe Galtier. Ouais, puis même toi, je veux dire, t'es premier régulièrement dans la saison. Ah oui, donc tu espères finir champion quand même. Voilà. Donc il y a cette gestion-là et on voit bien que c'est différent. Et c'est pour ça que moi je suis un peu moins catégorique dans le sens où, bah oui, si Paris décide encore une fois après de nous faire un ou deux matchs pourris, il n'y a que 3 points d'avance. Enfin, il n'y a même pas de points d'avance sur Lille d'ailleurs. Il peut y en avoir 3 dans 15 jours. Et la différence, c'est que peut-être que Lille, en passant deuxième, peut aussi se mettre à réagir. Donc cette saison, elle est tellement bizarre qu'on ne peut pas avoir de certitude. Maintenant, en tout cas, la seule certitude qu'on a, c'est que si Paris décide, bah, Paris ira au bout, c'est tout. Il y a une déclaration, Mousse, de Pochettino justement sur le fait que est-ce que c'était important, on lui a posé la question en conférence de presse d'après-match, est-ce que c'était important justement de reprendre la tête du championnat avant d'affronter le Bayern avec les échéances qui arrivaient. T'en parlais tout à l'heure avec les matchs qui restent à jouer pour le PSG. Et l'entraîneur argentin a répondu oui, je crois que c'est très important d'avancer en s'améliorant après 2 mois et demi ici et 19 ou 20 matchs joués environ. Je pense que progresser de jour en jour est le plus important. Réussir à jouer à ce niveau pendant 90 minutes est notre objectif. On doit réussir à transposer à un match complet ce qu'on a montré pendant 60-65 minutes. Avec le travail, on va y arriver. C'est vrai que le temps nous manque, mais nous ne sommes qu'au début de notre projet après 2 mois et demi. Chacune des compétitions est importante. On rentre dans la dernière ligne droite de la saison et on reste encore en course en Ligue des Champions, en Coupe de France et au top de la Ligue 1. C'est vrai que si on fait le bilan, quand même, pour l'instant, Pochettino, et Leonardo d'ailleurs l'a dit au micro de Hervé Matou et hier après match dans le Canal Football Club, quand même pour Pochettino c'était pas simple et en 2 mois et demi il est quand même encore en course dans toutes les compétitions. Il est en quart de finale, il a éliminé le Barça, il a repris la place de leader en Ligue 1, il a éliminé Lille en Coupe de France. Pour l'instant pour Pochettino c'est tous les voyants sont en vert, Mousse. Oui, parce que nous, on se rend pas bien compte, mais 2 mois et demi, finalement, c'est très peu. Surtout comme avec un coach qui a autant de principes de jeu, autant de certitude dans ce qu'il veut installer dans cette équipe, et au vu de l'équipe aussi qu'il a récupéré avec son prédécesseur. Donc, du coup, c'est pas évident, évidemment, de mettre une patte ou un style de jeu en 2 mois et demi. Surtout avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il a été privé de plusieurs cadres. Et à chaque période, tu as eu soit des joueurs suspendus, soit des joueurs qui ont été positifs au Covid, des joueurs blessés. Il y a des périodes où tu joues tous les 3 jours. Donc, du coup, pour les entraînements, c'est pas évident. Parce que d'abord, tu n'as pas ton groupe au complet. Ensuite, quand tu joues tous les 3 jours, tu as une partie de récupération. Donc, finalement, sur ces 3 jours, tu vas travailler peut-être un jour et demi sur le prochain match. Donc, oui, c'est pas évident. Après, là où on pouvait faire des reproches aux joueurs, c'était sur ce qu'ont dit Yacine et Nicolas. C'est plus sur l'état d'esprit et le fait que parfois, tu avais l'occasion de prendre le large et que tu trouvais pas de motivation ou tu mettais aucun ingrédient dans tes matchs, tu marchais, tu faisais pas d'efforts, etc. Mais oui, Pochettino, moi, ce que je souhaite, c'est que il reste quoi, 8 journées en Ligue 1, hein, c'est ça, ou 9? 8? Ouais, Voilà. c'est hier, donc oui. Ce qu'il faut, c'est que les 8 prochains matchs, qu'on voit ce qu'on a vu hier, pour pouvoir aussi, quand tu arrives en Ligue des Champions, et là, ça va être le Bayern, voilà, si tu fais tous les efforts en Ligue 1, quand tu seras en Ligue des Champions face au Bayern, même au match aller chez eux, bon, voilà, tu connais tes principes de jeu, tu sais où tu veux aller.
Et tu as quelques matchs de Ligue 1 pour te préparer à ça. Donc c'est ça qu'il faudra voir. D'autant plus que là, ils ont 2 semaines. Là, bon, certains vont partir dans leur sélection, mais quand tu reviens, tu attaques directement Lille, le leader. Donc tu seras obligé de jouer avec ton équipe type. Tu vas pas pouvoir faire de changement, de faire tourner avant la Ligue des Champions, et c'est tant mieux. Parce que c'est cette équipe qui battra Lille normalement, ou, enfin, qui essaiera de battre Lille. Et là, c'est au Parc, il me semble. C'est cette équipe qui ira défier le Bayern à Munich. Et donc c'est très important aussi, le match avant le Bayern contre Lille, de voir exactement le même comportement, le même état d'esprit qu'on a vu hier. Ça va être très très important pour le match du Bayern. On fera le point sur le calendrier tout à l'heure, mais voilà, le PSG affrontera évidemment Lille en Ligue 1 avant le 7 avril. Et c'est très bien de tomber sur Lille juste avant le Bayern. C'est génial que, au lieu de tomber sur, tu vois, je sais pas moi, j'allais dire Dijon encore, mais Voilà. les pauvres Dijonnais. On vous aime, les Dijonnais, on vous aime. Parce que vous en prenez plein la tronche pour pas un rond. Et voilà, non, mais c'est quoi? C'est la faute de Nico, ça. Ah, ça y est, à chaque fois qu'on doit citer une équipe, on cite, tu vois, instinctivement, on parle de Dijon. Ouais. Mais non, mais le pire, c'est que c'est dans toutes les émissions, en fait. Si tu écoutes toutes les émissions, quand ils citent une équipe comme ça, symbole, c'est toujours Dijon, les pauvres. Après, Dijon, ils sont derniers, ils ont 15 points. Ouais, bah oui. Ils ont perdu hier. Ils ont perdu 1-0 contre Reims, ils sont. Ouais. Ils sont toujours à 15 points. Mais le Bayern, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Bayern affrontera Leipzig 3 jours avant aussi. Donc, ils seront à peu près dans la même situation que nous, de Leipzig qui est deuxième au classement et qui tient la dragée haute pour l'instant au Bayern en championnat. Dernière petite réaction de Pochettino avant de passer aux prestations individuelles, ce qu'elle m'avait fait un peu sourire, c'était on lui a posé la question, cette victoire 4-2 face à Lyon est-elle un message à la concurrence? Et Pochettino avait répondu non, je n'envoie même pas de message à ma femme qui est à Londres, alors imagine aux autres. Les messages sont pour nous-mêmes, pour comprendre le chemin, pour être une équipe solide, forte et qui peut aspirer à de grandes choses. Mais voilà, l'ami Pochettino qui avait le sourire en fin de conférence de presse. Et il pouvait, vu la victoire de ses joueurs. Passons à la première prestation individuelle qu'on voulait décortiquer dans le podcast. Évidemment, c'est Kylian Mbappé qui a marqué un doublé hier. Et surtout Kylian Mbappé qui a atteint le cap des 100 buts en Ligue 1 en 142 matchs à 22 ans. Voilà, personne ne l'avait fait aussi jeune. Pour faire le point aussi sur le classement des buteurs en championnat. Voilà, il est largement en tête avec 20 réalisations. J'ai le détail de ses buts avant de vous lancer sur 100 matchs quand même, parce que ça peut être intéressant. Donc c'est 100 buts en Ligue 1. Il y en a 75 du pied droit, 22 du pied gauche, 3 de la tête. Il faut dire qu'il a plus marqué de la tête depuis Monaco. Donc les 3 buts de la tête, c'était à Monaco. Il n'en a jamais marqué avec le PSG. 6 sur penalty. Et ses victimes préférées, malheureusement, on va reparler d'eux, nos amis Dijonnais, mais c'est Dijon, la victime préférée de Kylian Mbappé, avec 11 buts marqués contre eux. Lyon et Montpellier sont deuxième avec 8 buts marqués contre eux. Et Monaco et Nîmes, 7 buts marqués par Mbappé contre eux. Donc voilà, des victimes préférées de Kylian Mbappé. Nico, pour parler du match d'Mbappé hier, il a joué sur ses qualités. On a vu des buts caractéristiques de ce jeu, on va dire. Soit on va dire dans la surface, à l'affût sur le premier but, qui ressemble un peu au but qu'il avait marqué contre l'Argentine en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ce contrôle et cet enchaînement, où on l'a sur même des actions, on l'a vu à la 9e minute, quand il déborde Marcelo sur le côté gauche et qu'il se centre pour Keane, c'est vraiment voilà, les caractéristiques de jeu de Kylian Mbappé. Ou alors le but marqué en deuxième période, à la 52e, le but du 4-0. Sur cet amour de ballon donné par Verratti, où il lance en profondeur et clairement, voilà, il grille la politesse largement à Marcelo. Alors, en tout cas, on l'a vu faire un match plein. Après le match contre Nantes, et d'ailleurs, il a dit aussi après le CFC, dans le CFC, il était interrogé. Après le match contre Nantes où il avait été mauvais, même lui il a dit j'avais donné un but à Kolo Muani donc je devais me rattraper. Et hier il s'est rattrapé de belle manière, Nico Mbappé. Ouais, bah c'est forcément l'homme du match parce qu'il y a le doublé. Et puis après c'est aussi l'attitude. Encore une fois, on connaît les qualités de ce joueur. On va pas dire quand il marque un doublé que c'est un génie, puis quand il fait un mauvais match comme contre Nantes qu'il est chiant et qu'il est mauvais. Il y a évidemment, on connaît Mbappé, on sait ce dont il est capable. Ce que nous on aime, c'est de le voir jouer sur ses qualités quand le match l'impose. Et hier, c'était tout à fait le cas. Quand tu te retrouves avec un bloc lyonnais qui de temps en temps, avec une défense qui se retrouve à 40-45 mètres du but de Lopez, c'est du pain béni pour un garçon comme Mbappé, parce que s'il fait le bon appel, il est servi. On le voit sur son deuxième but avec la passe de Verratti qui est parfaite, et derrière il fait la différence. On le voit aussi, il est capable de partir tout seul quand effectivement sur cette première action sur Marcelo. C'est le Mbappé qu'on aime, c'est du jeu simple, c'est du jeu sur ses qualités. Il cherche pas à en faire de trop. Je l'ai même
je l'ai même trouvé plutôt intéressant dans les replis défensifs. Alors, ce sera jamais un grand défenseur, on est tous d'accord là-dessus, mais au moins, voilà, il y a l'effort à la perte de balle, de se replacer à minima. C'était bien. Il était dans le collectif, il était au service des autres. Et on se rend compte que quand il joue pour les autres jouent aussi pour lui et qu'il se retrouve dans des positions ultra favorables. Voilà, donc c'est super pour lui, c'est super pour le PSG de le retrouver comme ça. Et puis surtout, on voit qu'il a retrouvé des jambes, quoi. Ça, c'est vraiment important et c'est le bon moment parce je pense qu'il y a eu un gros creux physique quand même pour lui, comme pour d'autres. On l'a déjà dit ici, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. Ça pouvait aussi beaucoup expliquer ses prestations. C'est un joueur qui a besoin d'explosivité dans les jambes et en ce moment, il est vraiment en pleine possession et c'est génial. C'est génial parce que le Bayern arrive et que on aura besoin de ce Mbappé-là. En tout cas, très très bon match hier et très bonne mentalité, vraiment. On a l'impression qu'il s'est amusé hier, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Dans ses attitudes, il n'y a pas de geste d'agacement, il lève pas les mains au ciel quand on lui donne pas le ballon où il le voulait, il n'hésite pas à servir les autres. C'était bien, c'était vraiment, voilà, moi c'est le Mbappé, j'aimerais voir à tous les matchs parce que s'il fait ça à chaque rencontre, ça va être un carnage. Yacine, c'est vrai que c'est important de le revoir à ce niveau-là avant le Bayern qui arrive. Alors, il y aura la trêve internationale avec l'équipe de France qui ira jouer les matchs pour la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde 2022, mais c'est vrai que dans ce qu'on a vu, comme le disait Nico, physiquement, on le sait, c'est un joueur qui a besoin d'être au top physiquement dans ses accélérations, son pouvoir, sa puissance d'accélération. Et hier, il a clairement montré, il a joué sans fioriture, on va dire. Ouais, après, moi, j'ai pas le droit de dire qu'il a fait un bon match parce qu'il paraît, il y a quelqu'un qui m'a écrit que si je le dis, après, je vais en plus rajouter que, comme par hasard, j'avais raison parce qu'il joue sur ses qualités. Donc, il paraît que j'ai pas le droit de dire ça. Et après, ton expression favorite, comme j'avais dit lors de. Ouais. Non, mais voilà, mais je rejoins ce que dit Nico. Il joue sur ses qualités, mais il n'y a pas de problème. Et moi, je reviens toujours là-dessus. C'est que le problème de ce football aujourd'hui, c'est que, en fait, je pense qu'il n'a pas envie d'être caricaturé dans le rôle du sprinter. Et le problème, c'est que il y échappera pas. Maintenant, encore une fois, si tu gagnes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, soi-disant qu'on te caricature sprinter et que tu mets 40 buts par saison, mais franchement, pourquoi ça te toucherait? Moi, c'est ça que c'est ce truc-là qui me dérange. Tu vas vite. C'est réducteur. C'est juste parce que c'est réducteur. Et puis je pense oui. qu'un joueur comme lui, il n'a pas envie qu'on le réduise à ça, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est est-ce que toi, à un moment donné, en tant que joueur professionnel de très haut niveau, ça va te toucher qu'on te réduise à ça? Franchement, on s'en fout. C'est comme si on disait tel joueur, ouais, c'est que physique. Ouais, ok, c'est que physique. Casemiro, par exemple, on peut des fois le réduire à ça, le fameux équilibre devant la défense. Le mec, il a 3 Ligues des Champions. Tu vas lui raconter quoi? Donc, à un moment donné, c'est tout, c'est jouer sur ses qualités. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas progresser dans d'autres domaines, hein, il a que 22 ans. Donc, il a le temps de progresser. Mais aujourd'hui, puisque tes qualités font la différence, appuie-toi là-dessus. Maintenant, moi, j'ai aussi d'ailleurs une séquence dans la minute parce que je voulais revenir là-dessus. Effectivement, ce qu'a dit Nico, son replacement, je continue de dire qu'on ne demande pas à Mbappé de récupérer 14 ballons par match, de tacler, mais de se replacer pour permettre aux autres de bien défendre. Et hier, il l'a fait. Et d'ailleurs, la première action, justement, sur cette accélération sur Marcelo, pour ceux qui se souviennent, il est très bas au départ parce qu'il est replacé dans la ligne. Et en fait, le ballon est récupéré, il revient sur lui, et il prend appui sur Verratti, il demande, et il fait cette course-là. Donc, ça veut bien dire que c'est pas parce que tu vas défendre que tu vas t'user. En fait, au contraire, ça te permet de toujours rester concerné dans le match et de ne pas décrocher en attendant le ballon plus haut. Donc, voilà, sa prestation, elle est très bonne. Elle est très bonne dans l'état d'esprit. Elle est très bonne dans cette envie d'aller faire mal sur chaque ballon. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. C'est le Mbappé aujourd'hui à 22 ans qui joue avec ses qualités. Et ça veut encore une fois pas dire qu'il ne va pas progresser plus tard dans d'autres domaines. Mais il a le temps aussi. Mousse, sur le match d'Mbappé. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ce qu'ont déjà dit Nico et Yacine? Voilà, comme l'a dit Yacine, il a joué sur ses qualités. Il n'en a pas trop fait, c'est vrai. Il a joué plutôt simple, et ça, on l'a vu dès le début. Et puis la première action où il dépose Marcelo et il fait un magnifique centre pour Keane, c'est juste incroyable. On avait souvent lié ses mauvaises prestations à son avenir et à son futur contrat. Est-ce qu'on doit en tirer des conclusions? Est-ce que ça veut dire que hier il a bien joué, alors peut-être que ça y est, la décision est prise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on est tous contents de le voir comme ça.
juste avant Lille et le Bayern. Donc, on espère qu'il sera sur la continuité. Et puis, voilà, on va voir avec le retour de Neymar comment ça se goupille. Il y avait une super relation. Il y a toujours une super relation avec Verratti. Ça s'est encore vu hier. Normalement, lorsque Neymar va revenir, Verratti devrait redescendre d'un cran et c'est Neymar qui devrait prendre cette position. Donc écoute, on verra, mais je suis pas très inquiet. Il a retrouvé des jambes, il a retrouvé du physique. Lui aussi, comme l'a dit Nico tout à l'heure, il a eu un creux physiquement. Et ça, c'est vrai, et on l'avait constaté. Donc là, ça a l'air de bien aller. Ils sont premiers. Psychologiquement, c'est toujours mieux d'aborder les matchs quand tu es leader. C'est un souci en moins déjà, tu vois. Donc voilà, moi je suis très content pour son match parce que il a beaucoup été critiqué ces derniers temps et à juste titre, hein, parce qu'il faisait pas des bons matchs. Donc je pense qu'aussi la critique, ça a dû le toucher quelque part parce que les joueurs à ce niveau, ils lisent tout, ils regardent tout, surtout à son jeune âge. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Maintenant, il va falloir continuer. Puis encore une fois, il faudra voir avec le retour de Neymar comment ça va se goupiller, quelle attaque. Est-ce que là, je digresse un peu, mais voilà, est-ce que qui n'a pas gagné sa place, tu vois, ce genre de choses. Et ça modifierait forcément le schéma offensif de Pochettino. Il y a plein de choses comme ça, mais pour Mbappé, moi, je suis super content pour lui. C'est mérité. Mbappé qui est sorti à la 70e, hein, remplacé par Neymar. Alors au début, on avait peur que ce soit une petite blessure, mais Pochettino s'est voulu rassurant sur l'état de forme d'Mbappé. Quand on lui a posé la question sur la sortie de Kylian Mbappé, il a répondu que c'était par précaution, qu'il avait reçu un coup avec une petite torsion de la cheville en première mi-temps, donc c'était plus de l'appréhension, mais que Mbappé ne souffrait d'aucune blessure. Bon, Neymar, voilà, en tout cas, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain en plus de la victoire, c'est Neymar qu'on a revu sur le terrain. Alors, On va pas m'interroger, Hugo. De quoi? Je lève la main depuis tout à l'heure, mais apparemment, tu ne veux pas m'interroger. Non, c'est pourquoi, Yacine? Parce que j'ai mon conduc en même temps, et donc je ne peux pas les profs net quand je mets mon conduc, que j'ai mes infos, donc désolé, je n'avais pas vu. Alors, non, c'est pas grave. Non, juste finir sur Mbappé, parce qu'en fait, je pense que malgré tout, cette saison, c'est compliqué d'enchaîner les matchs. En fait, contre Lille, il rentre malgré tout, on va dire, à la mi-temps, quoi. Enfin, il joue 50-55 minutes. Et donc, il n'a pas joué un match entier avant, il rejoue 4 jours après, là, il a fait le match. On voit que c'est dur à enchaîner. Et le problème de Mbappé, aujourd'hui, c'est que je pense qu'il n'est pas capable d'enchaîner tous les 3 jours, comme beaucoup de joueurs dans beaucoup de clubs. Et la dernière chose, c'est que malheureusement, cette trêve internationale, il y a 3 matchs de sélection. Et je sais que c'est pas notre problème, mais malgré tout, j'espère qu'il va pas jouer les 3 matchs en entier. Parce que t'es optimiste, hein? Ouais, j'espère. Parce qu'en fait, le retour après la sélection, il va arriver. Enfin, le PSG Lille, il est dès le samedi à 17h. Ouais. Donc ça veut dire que il va y avoir très peu de jours de récup. Tu le sais que oui, tu vas avoir besoin de lui contre Lille. Et en fait, j'ai peur que cette accumulation, ça soit beaucoup. Et le problème de ça, c'est que je sais que Deschamps n'a pas à s'occuper du PSG, il n'y a pas de problème. Malgré tout, les joueurs aujourd'hui, cette saison, ils ne sont pas en capacité d'enchaîner beaucoup. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte parce que ça va avoir un impact forcément et sur le match de Lille, mais aussi sur le Bayern, quoi, sur cet enchaînement-là. Donc, je le disais, hein, je ne vais pas vous interroger dessus, mais voilà, Neymar qui est rentré hier, qui a joué 30 minutes. Il n'y a pas d'action notable à relever sur lui, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain puisqu'il a rejoué. C'est de bonne augure pour le Bayern qui arrive. Passons au choix payant de Pochettino quand même, sur la compo de départ. Parce qu'il n'était pas attendu titulaire, on va pas se mentir. C'était plutôt un milieu, on va dire, Paredes Gay avec Verratti au-dessus qui était attendu. Et ben c'est Danilo Pereira qui a été titularisé hier dans l'entrejeu parisien. Bon, Nico, il a été beaucoup critiqué depuis son arrivée au PSG depuis début octobre. Hein. Mais hier, il a peut-être. Je vais m'absenter 5 minutes et je reviens là. J'ai un truc à faire vite fait. Non, reste là, Yacine, parce que je vais t'interroger juste après. T'éloigne pas trop loin. Ouais, je disais, Nico, il a peut-être livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes. Il a été sobre, efficace. Il a fait ce qu'il savait faire. Il a été rayonnant dans la récupération, j'ai noté. 3 interceptions. Et je disais aussi qu'il a participé à la réussite des projections rapides des Parisiens avec des sorties de balles sans risque, mais on va dire soignées, parce qu'il a eu 100% de passes réussies dans le camp lyonnais. En tout cas, il a été bien utile pour... parce qu'évidemment, je pense que tu vas me dire pareil, je pense Nico, mais Pochettino l'a titularisé pour un peu lutter contre ce milieu lyonnais qui est quand même un des points forts. Bon, ils sont en perte de rythme depuis quelques matchs, Lyon, mais c'est leur point fort quand même, ce milieu de terrain qui fonctionne bien. Aouar était remplaçant, mais avait été blessé, donc il n'était pas titulaire. Mais il a aidé en tout cas dans cette bataille du milieu de terrain hier, Danilo Pereira. Ouais, il a été utile. Alors, bien aidé aussi par les Lyonnais qui n'ont pas exercé un gros pressing, ce qu'on aurait pu penser, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il a eu le temps de jouer.
Et puis après, on l'a déjà dit de toute façon ici, donc je vais redire un peu la même chose. C'est pas un mauvais joueur, Danilo. C'est un joueur qui déjà a un vrai volume physique. C'est un vrai récupérateur, on le voit. Il gagne beaucoup de duels quand le ballon arrive dans sa zone. Et donc de ce côté-là, il sait faire et il l'a très bien fait hier. Et puis quand tu lui demandes pas de relancer sur des passes de 40 mètres ou de se projeter lui-même sur des grandes courses, il fait le boulot. Et hier, tout ce qu'il a fait, c'était propre. Surtout, j'ai trouvé très intelligent dans ses placements, que ce soit défensif, mais aussi à la relance. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait une belle complémentarité avec Gay. Il redescendait de temps en temps pour justement monopoliser un défenseur et puis permettre souvent à Marquinhos de lui s'assurer une relance. Enfin, il y avait des mouvements très intéressants, j'ai trouvé, entre les milieux défensifs et la défense centrale. En plus, il marque, donc évidemment que ça bonifie encore plus sa prestation. Et c'est une très très bonne surprise, mais quand on va l'utiliser dans ce registre, on parle d'un international portugais qui était capitaine de Porto, donc voilà, c'est pas un joueur de district qui a débarqué, et n'en déplaise à certains qui pensaient que c'était une grave erreur de le titulariser hier, eh bien non, c'en était pas une, et la preuve a été faite. Maintenant, je laisse la parole à la défense. Alors, qui veut commencer? Mousse ou Yacine pour la défense? Laisse Mousse. Parce qu'il va peut-être m'attaquer aussi, donc comme ça, je me défendrai une fois pour toutes. Parce que pour l'instant, je vois que vous n'avez pas noté, je pensais, Nico, que tu allais aller dessus, mais le tweet de Yacine en début de match. J'ai pas osé. Bon, sur la titularisation de Danilo Pereira. Alors, Mousse, peut-être que tu en parlais, mais voilà, pour parler du match de Danilo, il a été sobre, efficace, il a fait ce qu'il savait faire. Et il a plutôt bien fait. Et il a marqué son deuxième but, comme le disait Nico aussi, sous les couleurs parisiennes, après celui contre Dijon. Une belle emprise du droit, faut le dire quand même. Elle est pas mal. Hein. Une belle volée, ouais. Non, mais Nico, il a raison parce qu'il est beaucoup critiqué, ce joueur. Or, les critiques, parfois, ne sont pas justifiées parce que on veut en faire un joueur qu'il n'est pas. On le critique sur ses points faibles, alors que on parle rarement de ses points forts et aussi de son positionnement parce que je rappelle que lui, il est quand même, c'est vraiment un milieu défensif, point de basse, devant la défense. Et qu'avec l'organisation de Pochettino, il a jamais vraiment pu jouer en véritable 6 dans un milieu à 3 avec deux relayeurs devant lui. Donc à chaque fois, il était en milieu à 2. Donc, et puis jamais avec les mêmes joueurs. Un coup, c'est Gay, un coup, c'est Paredes, un coup, c'est Herrera, un coup, c'est Verratti. Mais hier, n'en déplaise à Yacine, hein, et j'exige un mea culpa, évidemment. Non, mais c'était un bon choix. Alors évidemment, c'était sans doute en prévision du match face au Bayern parce que Paredes est d'ores et déjà suspendu, même si le match est que dans 15 jours, mais il faut quand même l'installer et puis on le reverra sans doute aussi face à Lille dans 15 jours. Mais moi, je trouve qu'hier, en termes de récupération, volume de jeu et en plus hier, il était vraiment très complémentaire avec Idrissa Gueye. Moi, je trouve qu'il a fait une super partie. En plus, c'est un joueur qui sait être aussi agressif. Donc non, hier au milieu de terrain, il était bon, c'est rassurant. Comme l'a dit Nico encore tout à l'heure, c'est pas un mauvais joueur, Danilo. Ça tout dépend aussi de l'adversaire que tu as, de la manière dont tu joues. Il y a plein de paramètres qui font qu'il va être à l'aise, pas à l'aise, moins à l'aise, plus à l'aise. Donc voilà, moi sur Danilo, j'ai pas grand chose à dire. Il a fait son match, tout comme Idrissa Gueye. Voilà, j'espère que pareil, hein, Yacine, il le soulignera. Voilà. C'est souligné dans l'article déjà. Donc, arrêtez de me attaquer aujourd'hui, ça commence à bien faire là. Yacine, pour une fois qu'on peut te taquiner, on va pas hésiter. Alors Yacine, ça y est, tu peux. Attends, et un dernier truc sur Danilo, là où j'ai vu que c'était son soir, c'est quand le gars s'est permis de faire un petit râteau devant les 16 mètres. Bon là, je me suis dit c'est bon, on est tranquille, Danilo. Il va dérouler jusqu'à la fin du match. Sur le râteau, après, je sais pas si tu vois, mais il crie. Et il me semble qu'il crie pour toi, Yacine. À vérifier. Hein. Tiens, c'est pour toi celle-là. Non mais, Yacine, on parle en plus souvent des joueurs en confiance, etc. Ce qu'il peut faire comme geste. Quand tu fais un petit râteau devant ta surface, c'est que Danilo, hier, il était vraiment en confiance. Mais c'est clair. Alors, première chose, sur mon tweet, bon déjà si je peux me tromper à chaque fois et que on contextualise Yacine parce que pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit ça, on rigole, etc. depuis tout à l'heure. Enfin, en plus je crois que c'est 19h30 le tweet, hein, 1h30 avant le voilà. Ouais. C'est pour recontextualiser comme a dit Hugo. Quand on a appris la compo, effectivement j'ai vu Danilo, j'ai dit c'est pour préparer le Bayern et pour moi c'est une erreur. Alors c'était une erreur pour moi dans le sens où les dernières prestations de Danilo, à moins que j'ai pas vu les mêmes matchs que tout le monde, mais elles me rassuraient pas. Et la deuxième chose, pour moi, c'était une erreur
Non, pour moi, c'était une erreur dans le sens. L'erreur dont je parlais, c'était plus pour dire si Pochettino, vu le classement et les points de retard et le résultat de Lille, pour moi, l'idée de préparer le Bayern, elle n'était pas bonne. Voilà, pour moi, il fallait s'occuper d'abord de Lyon et de Lyon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une grave erreur. La deuxième chose, c'est que, bon, ça c'est pour me défendre moi, si je peux me permettre de me tromper à chaque match comme ça et que Paris fait ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux écrire n'importe quoi et me faire allumer, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. Non, mais voilà, en fait, le truc, c'est que il y a eu un effet bénéfique hier pour Danilo. On l'a dit, c'est pas un joueur qui va faire des passes sur 30, 40 mètres, casser des lignes, etc. La différence hier, c'est qu'en fait, le PSG a joué en bloc. Et donc, il a toujours eu des solutions parce qu'en plus, il y a eu du mouvement. C'est-à-dire que c'est pas juste le bloc pour dire tous les joueurs sont côte à côte. J'ai plein de séquences où en fait, les joueurs permutent. Il y a Verratti qui s'en va, qui redécroche. Il y a Gay qui va à droite, qui revient à l'intérieur. Il y a Di Maria qui vient à l'intérieur. En fait, il y a eu du mouvement. Du coup, il a eu des solutions plus proches de lui. Et il a fait ce qu'il savait faire, en fait. Ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on disait aussi qu'il n'était pas bon, mais dans le système ou dans l'animation du PSG à ce moment-là, il ne correspondait pas du tout à ce que le PSG proposait. Hier, en fait, il a eu ce qu'il a au Portugal, notamment avec Carvalho à côté de lui, etc. Des joueurs qui lui proposent des solutions pour avoir du jeu court. Et en fait, il a fait ce qu'il sait faire. Et hier, avec l'animation du PSG, ça a correspondu à ce que lui est capable de faire. Et effectivement, la confiance de son début de match lui a permis d'être de mieux en mieux, de prendre un peu plus de risques que ce qu'il a fait avant. Et effectivement, alors après, là, ça, tout le monde l'a relevé. Le râteau devant la défense, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, bon, les gars, aujourd'hui, il peut rien m'arriver. Regardez, clac, clac, Patrick Vieira, quoi. Donc, effectivement, la confiance, moi, j'en parle souvent. Je sais très bien qu'elle est hyper importante pour un joueur. Quand un joueur est dans le doute, il fait des choses qu'il ne sait pas faire pour se rassurer. Et finalement, c'est l'inverse qui se produit. Il est de moins en moins bon. Voilà, c'est aussi Danilo, sa prestation individuelle, en fait, elle est rehaussée par la prestation collective du PSG. Et moi, ce qui me fait du bien, encore une fois, en tant qu'éducateur, c'est que ça prouve encore une fois que le foot, c'est un sport collectif et qu'un joueur, il ne peut pas sortir, ce que je répète souvent, l'équipe tout seul. C'est-à-dire qu'il est le facteur X, enfin, on peut prendre n'importe quel joueur, mais en fait, chacun tout seul ne peut pas faire un match ou sortir l'équipe de l'eau. Et on le voit aussi, juste un peu plus loin, dans la prestation de Kimpembe et Marquinhos. Voilà. Ces derniers temps, il y avait des lacunes de chacun, plus les latéraux, et en fait, tout ça cumulé, ça donnait plein de lacunes. Bah là, ils ont été protégés par des milieux qui ont beaucoup couru, par des attaquants qui ont fait les efforts, et comme par hasard, les deux sont bons. Mais en fait, c'est pas hasard, c'est juste que quand tu as un collectif, bah, c'est tout de suite plus facile d'être meilleur individuellement. Parce que Nico, il y a Gay aussi qui a fait, on ne l'a pas noté, mais Gay aussi a fait un très bon match parce que dans cette idée de bloc du Paris Saint-Germain et ce pressing quand même assez haut des Parisiens pour étouffer les Lyonnais, on a vu Gay sortir un paquet de fois sur sur Thiago Mendes, etc. pour les presser directement. Et il a aidé aussi à ce que Danilo fasse un bon match. De toute façon, c'était un petit peu le secteur du jeu où ça allait se jouer ce match. On savait que Lyon avait un milieu très fort. À la Léopard, on s'était fait dévorer par les milieux lyonnais. Ça m'avait été vraiment incapable, le PSG, de trouver une solution de relance, très peu de récupération. Ça avait été vraiment c'est là que ça s'était joué de toute façon. Et là, on attendait forcément quelque chose effectivement dans ce secteur. Et le pari a été très bon parce que comme on l'a dit, tous individuellement ont été dans un registre qui était bien. Voilà, ils ont chacun joué comme ils savaient le faire, avec en plus une débauche d'énergie importante, beaucoup de solidarité entre les joueurs, beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions de passe. Le contre-pressing, franchement, pendant une heure, alors c'était sûr que ça pouvait pas tenir jusqu'au bout, hein, parce que ce qu'ils font pendant une heure au niveau contre-pressing, c'est bluffant. Mais vraiment, je sais pas si les gens se sont bien rendus compte hier, mais étouffer à ce point-là une équipe avec quand même des joueurs techniques comme Lyon, à ce niveau-là et surtout aussi haut sur le terrain, c'est fort. Et ouais, Gay, à l'image des autres, il fait un match hier assez bluffant parce que vraiment bon à la récupération et puis encore une fois bon avec le ballon, mais pas en essayant de faire des choses trop compliquées.
Voilà, Gay, quand il avait le ballon, il levait la tête, il avait les latéraux disponibles, il avait Verratti souvent dans sa zone, Danilo bien placé, des fois Marquinhos qui venait s'intercaler également. À l'arrivée, Gay, quand tu lui demandes de faire une passe de 5 mètres, il sait faire. Quand tu vas lui demander de percer la ligne sur 40 mètres par une passe ou par une course, ça va être plus compliqué, il y aura du déchet. Donc hier, c'était à l'image de l'équipe, c'était vraiment cette notion collective, cette envie de jouer les uns pour les autres qui a fait que chacun en fait s'est sublimé. Alors, il y en a plus que d'autres évidemment, mais à l'arrivée ils ont tous été quand même hier à un niveau. Il n'y en a aucun qui passe à côté hier vraiment de manière vraiment significative. Quoi. Ils font tous un match vraiment très très complet. Donc ouais, très 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 satisfaisant de ce point de vue-là. Il y a un autre joueur aussi qui a fait un bon match. Oui, Yacine. Juste, je dis un mot sur Gay, comme ça tout le monde sera content. Non, en fait, pour moi, la différence avec le Gay d'hier, dans l'activité, on le connaît, Gay, on l'a déjà dit, voilà, il n'y a pas de problème. En fait, c'est dans l'utilisation du ballon où il a plus osé se retourner dans ses contrôles vers l'avant et même jouer vers l'avant. Et je vais le montrer dans la minute tactique parce qu'à un moment donné où il joue vers l'avant et la passe n'est pas bonne, mais en fait pour moi c'est l'intention qui est plus importante. Le déchet technique il y en aura toujours dans un match de foot, mais en fait cette idée de vouloir jouer vers l'avant, premièrement elle prouve que tu as envie, tu es capable, tu es en confiance, mais aussi je répète souvent le doute qu'elle met dans la tête de l'adversaire. Et juste je reviens là-dessus sur le fameux pressing lyonnais du match aller. En fait en début de match il y a un début de pressing lyonnais, mais en fait les sorties de balles du PSG font tellement mal que là, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui? On va les presser, mais en fait, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on se rendra compte, notamment dans la minute coach, je vais en parler, que les Lyonnais sont souvent entre deux parce qu'ils savent plus s'ils doivent y aller. Mais comme les joueurs parisiens sont bons, juste techniquement, ils se disent, ouais, mais si on y va, on est éliminé. Donc, ils vont être toujours entre deux. Et le rôle de Gay là-dessus, avec l'utilisation du ballon, elle a été importante hier. Et ça, Garcia, il en parle hier justement de Garcia. Parce qu'ils lui ont demandé hier en conférence de presse pourquoi ne pas avoir refait le pressing du match au parc. Et en fait, il explique que justement, c'est la position de Verratti plus haute qui fait que c'est plus compliqué, parce que tu peux pas aller presser la sentinelle, parce qu'il n'y en a pas sur le double pivot. Ouais. Et voilà, Garcia explique ça. Mais moi, j'ai quand même été vraiment surpris que Lyon laisse autant de jeu, autant de temps à des garçons justement comme Danilo, comme Gay. Parce que Gay, si tu le presses un peu, il se retourne pas de la même manière, tu vois. Donc, je pense que là, de ce côté-là, on a parfaitement exploité la faille des Lyonnais. Alors, peut-être qu'ils n'étaient pas capables de faire mieux, les Lyonnais, mais peut-être que c'est effectivement les Parisiens qui ont empêché ça aussi. Mais c'est vraiment le système la tournure du pressing lyonnais, ça a justement permis ce genre à des joueurs comme Gay, comme Danilo, d'avoir du temps pour jouer. Et quand tu leur donnes du temps, on voit qu'ils n'ont pas les pieds carrés, quoi. Il y a Mousse, il y a le troisième milieu aussi, dont on n'a pas encore parlé énormément, qui a fait aussi un excellent match. Peut-être le deuxième homme du match derrière Mbappé, c'est Marco Verratti, qui était encore aligné dans cette pointe haute de ce 4-2-3, on va dire un peu en numéro 10, mais qui redescendait quand même pas mal pour venir chercher les ballons. Mousse, sur son match, un premier quart d'heure un peu timide, puis à partir de son tir qui entraîne le but d'Mbappé, là vraiment on a vu le Verratti qui a rayonné, il a une grosse influence, dans un costume un peu de meneur de jeu électron libre, précieux dans le contre-pressing, on l'a vu gratter énormément de ballons sur les défenseurs, venir presser avec Moïse Kean aussi. Passe décisive pour Mbappé qui est juste délicieuse si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'il commence à prendre la mesure de ce nouveau rôle que lui a donné Pochettino dans ce poste de numéro 10 un peu électron libre? Ouais, il est super intéressant dans ce rôle, d'autant plus qu'en fait il est double emploi, hein. Il est haut sur le terrain en phase offensive, mais il redescend tout le temps à la perte de balle, il fait le contre-pressing, il joue souvent entre les lignes. Verratti, on l'a toujours dit, hein, il est indispensable et dans une période où tu étais privé de Neymar, il te fallait un joueur. Tu avais deux profils qui pouvaient remplacer. Même s'ils sont un peu différents, mais tu avais Rafinha et Verratti. Et évidemment, Verratti, on l'a très très peu vu jouer à ce poste les saisons précédentes, quel que soit le coach. Je crois que c'est la première fois qu'il joue aussi haut sur le terrain. Et moi, je pense qu'il prend du plaisir parce que même quand on lui pose la question après les matchs, lui, ça a l'air de lui plaire de jouer derrière les attaquants. Et non, il fait un super match encore hier. Il est partout. Contre-pressing, il est là. À la récupération, il est là pour donner des ballons, pour orienter le jeu. Donc non, hier, il fait encore un super match. Il y a encore une fois là cette complicité qu'il a avec Mbappé. Il peut jouer les yeux fermés. Tu vois, sur le deuxième but d'Mbappé, c'est tout à fait ça.
Je voulais juste aussi ajouter un petit mot sur Gay. Ça m'a fait plaisir aussi de voir qu'il est capable de jouer vers l'avant. Et c'est vrai que c'est aussi ça qu'on lui reprochait, notamment Yacine sur ses papiers où c'est les minutes tactiques et il n'avait pas forcément tort parce qu'il jouait. On avait l'impression qu'il avait un peu peur de prendre ses responsabilités. Hier, moi, je l'ai même vu temporiser. Il l'a dit aussi, Nico. Il levait la tête, essayer de voir quel partenaire est le mieux placé. Donc, je suis super content pour Idrissa parce que lui aussi, comme Danilo, il a beaucoup été critiqué. C'est pas facile quand t'es joueur de voir s'abattre un nombre de critiques. Et on leur faisait un peu les mêmes reproches, c'est-à-dire que c'est pas forcément des joueurs qui sont habitués à jouer dans des équipes de possession, un jeu à la parisienne. L'un vient de Porto, l'autre de Première Ligue. Donc voilà, moi je pense que petit à petit et à force d'évoluer dans cette équipe, Gay il est mieux et notamment dans son jeu. Voilà, ça c'était juste pour Idrissa et puis pour Verratti, comme je le disais tout à l'heure. Avec le retour de Neymar, je pense que voilà, Pochettino va falloir qu'il fasse des choix. Soit tu mets Neymar sur un côté, tu laisses Verratti derrière les attaquants, mais tu vas te priver forcément d'un Di Maria ou d'un Keane, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il va naturellement redescendre d'un cran et c'est Neymar qui va prendre le job, mais ça offre une possibilité de plus à Pochettino quand on sait que le physique de Neymar est fragile. Et voilà, il peut y avoir des rechutes, des blessures, etc. Donc voilà, tu sais que maintenant tu as un remplaçant naturel et après ce qui va manquer peut-être un peu fatigué vers la fin, c'est ce qui va lui manquer un petit peu. Et d'ailleurs, ça c'est un problème, mais c'est pour un autre joueur, c'est pour Florenzi. J'espère qu'on en parlera parce que ça commence à être problématique le fait qu'au bout de 45-50 minutes, le latéral italien commence déjà à s'essouffler. Je fais une digression, mais c'est pour. On fera un petit mot sur les latéraux. Yacine, sur le match de Verratti, dans son contre-pressing, dans l'utilisation du ballon, voilà, tu peux nous parler aussi de cette super passe décisive pour Mbappé. Mais c'est vrai que, comme le dit Mousse aussi, quand il y aura Neymar aussi, il faudra voir comment incorporer Neymar et où mettre Verratti, ce que tu fais redescendre. Ou alors est-ce que tu laisses Neymar plutôt sur un côté? Bah, alors, déjà sur le match de Verratti, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons dans le match. Il récupère 7 ballons. L'avantage de Verratti, en fait, c'est son intelligence de jeu. C'est que moi, je dirais presque que le PSG aujourd'hui joue en 4-2, les 3 attaquants. Et en fait, Verratti s'adapte à ce qui se passe. Il s'adapte à ce qui se passe défensivement. C'est-à-dire que des fois, quand il y a un attaquant qui n'est pas en place, c'est lui qui va presser. Il y a des séquences de jeu quand j'ai revu le match où c'est pratiquement lui qui est avant-centre, aller chercher le défenseur central, la passe en retrait sur le gardien. Ouais. Et puis parfois, il se réadapte dans les 3 du milieu. Et puis quand tu as le ballon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il vient proposer des fois plus bas, il vient proposer plus haut, il vient entre les lignes. Donc c'est presque ça, c'est-à-dire que c'est ton animation. Voilà. Après, je pense qu'il y a certaines courses qu'il ne devrait pas faire. Alors c'est son jeu, il court beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il court beaucoup et parfois je pense qu'il s'use dans certains pressings. Parce que des fois il y va même tout seul. Il fait des courses de 20-25 mètres où il va chercher, et les autres ne suivent pas, mais lui il continue sa course. Et après il repart. Ouais, donc et il est là à courir derrière le mec, enfin bref. Et donc c'est vrai qu'il s'use, mais par contre, il est hyper important dans ce rôle-là, parce que voilà, il s'adapte à toute l'animation, à la configuration du jeu. Son positionnement avec le ballon, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement se placer entre les lignes pour demander le ballon, pour créer des situations, même quand il ne reçoit pas le ballon, parce que en fait, dans cette position, il reçoit moins de ballons. Il touche moins de ballons que quand il est plus bas, puisqu'il est autour de 70, 80, alors qu'avant, il était au-dessus de 100. Mais malgré tout, ce qu'il en fait, c'est juste, il est juste, voilà. Et cette passe, notamment, où en fait, il est dans ce qu'on demande à ce genre de milieu, ça veut dire que quand tu récupères le ballon, la première possibilité que tu dois te donner, c'est du jeu vers l'avant en regardant la passe, la meilleure passe loin. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rapproches en disant je peux pas jouer loin, est-ce que je peux jouer moyen? Bon, finalement, on peut pas, on va jouer court. Bah, la passe sur Mbappé, c'est ça, c'est-à-dire qu'il lève la tête, il le voit, et puis après, la qualité de passe, bon, on la connaît, En plus, Yacine, il faut arriver à doser entre l'accélération d'Mbappé, le retour du défenseur, et puis la sortie du gardien aussi. Donc, voilà. En fait, il est parfait, c'est-à-dire qu'Mbappé, il court, et sa course, il n'y a pas de temps mort. Il prend le ballon parce que le ballon est parfait. Voilà. D'ailleurs, je rappelle aussi que Verratti a frappé au but, parce que sur le premier but, c'est lui qui frappe qui est repoussé par Lopez, comme quoi il est aussi capable de le faire. Voilà, c'est pour moi, de toute façon, depuis toujours, moi, je pense que c'est le joueur essentiel. Je pense que c'est en fait le joueur le moins remplaçable de l'équipe. C'est-à-dire que tu peux t'adapter aux autres, mais voilà. Après, sur la projection,
j'ai envie de dire que c'est le travail de Pochettino. C'est le travail d'un entraîneur d'une grande équipe. À toi de faire les bons choix. Est-ce qu'il faut faire redescendre Verratti? Alors, rappelons que Paredes sera suspendu contre le Bayern. Donc, est-ce que faire redescendre Verratti, pas Verratti, animer autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité de Keane, elle n'est pas indispensable aussi? Voilà, moi, je veux bien que Il faut en parler de Keane. Parce que Keane est en train de gagner sa place. C'est le débat juste après. Donc, le statut de Di Maria, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'activité, l'intelligence, la prise de profondeur, les courses, le repli de Keane, est-ce qu'elle n'est pas plus importante? Voilà, j'ai envie de dire, c'est ton travail d'entraîneur de grande équipe. Sinon, t'entraînes Dijon. Non, je rigole. Et t'as pas de choix à faire, t'as 11 types. Et voilà, non, je rigole, c'est bon. Ah, mais surtout, Pochettino, c'est le genre de profil d'attaquant qu'il aime. Tu vois, c'est des attaquants qui travaillent un peu comme Cavani. Et nous, depuis Cavani, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu. À Tottenham. Voilà. On n'a plus ce profil d'attaquant. Donc, voilà, faut qu'on en parle de Keane. Parce que moi, il y a deux joueurs pour moi hier qui ont vraiment marqué les esprits, qui vont peut-être donner du souci à Pochettino. C'est Keane et Diallo. Diallo, je vois pas comment tu peux le sortir maintenant du poste de latéral gauche. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Non, Mousse, il n'y a pas de souci sur Diallo parce que Kurzawa n'est pas indiscutable. Donc, Oui, c'est vrai. C'est surtout tu réalises pas ton équipe à cause de Diallo. Par contre, devant. Non, mais c'est vrai. Effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que je comprendrais pas que Pochettino ne finisse pas la saison avec Diallo à gauche. Voilà, c'est plus ça. Pour Keane, évidemment, c'est un autre souci parce que tu as Icardi, Di Maria, tu as des choix à faire. Mais j'espère vraiment j'espère qu'il voit les matchs comme nous, il les voit du banc de touche. Mais enfin, je veux dire, c'est difficile quand tu as un mec qui travaille autant de le remettre sur le banc en lui disant ouais, mais je préfère Di Maria ou je préfère Icardi. Justement, je vais te lancer dessus après Mousse, mais je vais déjà venir voir Nico et on parlera des latéraux ensuite de Florenzi et de Diallo, comme ça on parlera des latéraux de façon complète. Nico, sur le match de Moise Kean, parce que lui aussi, alors certes il n'a pas marqué, il était positionné en numéro 9 hier, mais il a fait un match très intéressant, il a beaucoup apporté par son profil, on le connaît, ses appels, sa mobilité, son dynamisme, son impact sur la défense aussi, et puis il libère beaucoup d'espace pour Di Maria et Mbappé. Hein. C'est une autre palette en fait, c'est une palette différente de Icardi, mais dans un rôle différent, mais hier elle a été très utile. Oui, t'as tout dit, Hugo. En plus, c'est d'autant plus utile dans les matchs comme ça où tu as besoin d'une grosse activité, où tu as besoin d'un joueur qui bouge tout simplement. Icardi, dans des matchs un peu plus fermés, j'ai envie de te dire, où tu vas avoir une grosse possession, mais pas beaucoup d'espace, tu sais qu'il sera plus clinique dans la surface et donc il aura son intérêt. Mais dans un match comme hier, où tu as quand même deux blocs qui offrent à l'arrivée pas mal d'espace, et où tu as quand même une obligation de course et de volume, on voit la différence. Puis Keane, il compense parfaitement quand il y a besoin avec certains. Il fait des propositions en permanence. C'est dommage qu'il ne marque pas hier sur la belle action à la 6e, mais tu vois que derrière, ça ne le démoralise pas plus que ça. Il continue à te livrer un super match. Et c'est vrai qu'il a un profil travailleur qui plaît beaucoup et ça va être un. Alors, je sais pas si ça va être une concurrence Icardi-Keane, honnêtement. Par contre, je pense qu'il y a clairement une concurrence qui va s'installer entre les trois, parce que Mbappé évidemment n'est pas touchable. Et il va y avoir des choix à faire à ce niveau-là. Et Pochettino, je pense qu'il va jouer là-dessus. Mais moi, je serais pas surpris de voir Keane titulaire en avant-centre ou même titulaire côté droit quand il y a besoin. Et c'est peut-être entre du coup Icardi et Di Maria que se jouera la 3e place selon les matchs. Mais sur ce que je vois de Keane, en plus rappelons qu'il vient de se faire 10 jours d'isolement Covid quand même. Il avait qu'un match contre Lille, déjà il avait été bluffant physiquement, j'avais trouvé. Et hier, il a une activité. Ça me paraît difficile de te passer de lui, quoi, parce que tu as besoin de joueurs qui courent. Et tu sais en plus que tu en auras d'autant plus besoin quand tu auras à la fois Mbappé et Neymar sur le terrain, qui sont pas les deux les joueurs qui courent forcément le plus, même si ils sont capables de le faire. Donc pour moi, Keane est un titulaire en puissance actuellement. Ouais. Bon, j'ai vu changer de salle, hein, vous inquiétez pas. Mon colocataire va rentrer, donc je ne veux pas être surpris. Il rentre de son cours de tennis, mais comme on va en parler un peu plus longtemps qu'1 heure, donc voilà, j'ai évité de me faire surprendre par son arrivée. Sur le match de Moise Kean, Mousse, je te lance dessus. Alors, j'ai une petite déclaration de Pochettino quand même dessus qui est intéressante parce que ça revient un peu sur ce que disait Nico et sur aussi la palette de jeu qu'il a par rapport à Icardi. On lui a posé la question, est-ce que Moise Kean, qui a fait un bon match et qui offre donc une palette différente d'Icardi, peut le concurrencer au poste d'avant-centre comme titulaire? Et Mauricio Pochettino a répondu à ce sujet. Je n'aime pas parler de coéquipiers, de joueurs, d'autant plus après une victoire.
L'un a l'avantage d'avoir un résultat positif, en parlant de Moïse Kean. Nous avons 25-30 joueurs. Nous devons trouver les bonnes combinaisons pour que tous se sentent à l'aise, comme d'autres. Icardi n'a pas joué, mais il a été important avant pour l'équipe. Aujourd'hui, c'était au tour de Moïse Kean, et il a été important aussi. Dans notre fonctionnement, nous cherchons toujours les options pour que tous se sentent à l'aise. Que l'équipe perde ou qu'elle gagne, c'est un collectif. Certaines individualités peuvent être au-dessus, se démarquer. Le plus important, c'est de maintenir ce ressenti collectif qui nous rend plus forts. C'est intéressant parce que c'est un peu le fil conducteur depuis tout à l'heure de ce qu'on dit sur la performance du Paris Saint-Germain hier contre Lyon. Nous, sur le match de Moïse Kean, par rapport aussi à ce qu'il offre, c'est vrai que j'ai l'impression, en t'écoutant aussi dans les débriefs qu'on fait, tu as une préférence pour Moïse Kean maintenant au poste de numéro 9 ou même en tant qu'ailier dans le 11 titulaire du PSG. Moi, j'ai une préférence pour Kean titulaire, ouais. C'est surtout ça. Parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille, parce qu'il baisse jamais les bras, parce qu'il est important, il est important dans les phases offensives, il est important dans les phases défensives. C'est cette capacité qu'il a de jouer avec son corps. Il joue très intelligemment, il dégage une puissance. Souvent sur les premiers ballons, quand il les récupère dos au but, il arrive toujours quand même à se débarrasser du défenseur. Donc parfois c'est en faisant faute et c'est signalé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il donne tellement. Il est jeune. Après, je me pose la question, moi, sur les décisions futures de Pochettino. Est-ce que ça va pas être aussi lié au futur de Moïse Kean? Il y a forcément ça. Enfin, on peut se poser la question parce qu'il est juste prêté. On ne sait pas aujourd'hui les intentions du Paris Saint-Germain, ni les intentions du joueur d'ailleurs. Il fait une bonne saison. La chose dont je suis sûr, c'est qu'Everton, ça ne l'intéresse plus. Là, c'est un joueur qui venait de la Juve, qui avait goûté à la Ligue des Champions, qui est parti à Everton, ça s'est mal passé. Il revient au PSG. Non seulement il a du temps de jeu, il a des stats pour lui, et en plus il participe à des jeux. Oui. 11 buts en 20 matchs de Ligue 1, et en Ligue des Champions, il est à 3 buts et une passe décisive en 6 matchs. Voilà, c'est ce que je te dis. Donc, c'est même en Ligue des Champions, il a participé et il a quelques stats. Donc, aujourd'hui, s'il y a une certitude pour Pochettino, pour la direction du PSG, que le joueur restera et qui pourra s'inscrire sur de long terme, bon, je pense que, évidemment, qu'on peut lui faire une place dans le 11 titulaire. Parce qu'il y a aussi des doutes sur Icardi, sur le fait qu'il va y retourner dans l'Italie. Donc, il y a plusieurs paramètres. Maintenant, si effectivement, il y a peu de chances pour garder Kean et que la direction le sait déjà pour plusieurs paramètres, bon, peut-être que il le fera moins jouer parce que l'année prochaine, il va falloir aussi concerner Icardi ou Di Maria qui a prolongé. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question-là. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, pour les prochains matchs et notamment celui du Bayern, quand on voit le match qu'il fait à l'aller au Barça, tu peux pas ne pas y penser, quoi. C'est ça aussi. Donc moi, j'espère vraiment qu'il aura sa chance. Et encore une fois, comme on a plus profil d'attaquant à la Cavani, qui va non seulement être efficace devant, mais qui va gêner les premières relances, qui va revenir pour les replis défensifs, etc. Faut bien réfléchir, mais bon, je pense que Pochettino, il a les cartes en main. Hein. Et puis il y a aussi le physique d'Icardi, on ne sait pas. Il se blesse aussi assez souvent. Voilà. Mais en tout cas, moi, Kean, franchement, c'est une très très belle surprise cette saison. On avait entendu beaucoup de choses négatives sur lui, notamment sur son hygiène de vie, etc., le comportement du joueur, etc. En tout cas, à Paris, pas de souci. On n'a jamais entendu En même temps, il n'y a rien d'ouvert. Négatif sur lui. Oui, mais bon, tu sais, t'es pas obligé d'aller en boîte ou dans un bar pour faire des conneries, tu vois. D'ailleurs, je crois que lui, en Angleterre, il avait été surpris dans un rassemblement avec des filles, je sais plus très bien. En tout cas, voilà. Cette saison à Paris, il n'y a rien de tout ça. Tant mieux, c'est un bon joueur. Et moi, j'espère vraiment que Leonardo va tout faire pour le garder parce que c'est un super joueur. C'est étonnant quand même, un joueur qui serait avec des filles, ça ressemble pas au joueur de foot. C'est vrai. Merci. sur Moïse Kean. Ouais, alors, première chose, la première action avec Mbappé, je trouve qu'elle est importante parce qu'en fait, sur des phases de jeu où tu pars très bas, je pense que c'est le seul joueur qui est capable de suivre Mbappé et d'être avec lui pour lui offrir une solution. C'est-à-dire que si tu pars avec Icardi plus bas, le centre, Icardi, il n'y est pas, c'est pas la peine. Donc, non, mais ça, c'est important dans ta façon de jouer, puisque si bien pour faire un super centre en retrait, tu vois. Ouais, très en retrait. Tu vois, si tu pars sur un bloc médian comme ça, où tu vas jouer la transition, il faut quand même que tu aies des joueurs qui puissent suivre Mbappé quand il va faire la différence. Donc ça, déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est que moi, je suis d'accord avec Mousse. Moi, je l'avais dit déjà avant Barcelone, que quand on parlait de Sarabia titulaire, quand j'avais présenté le match, j'avais dit moi je vois Kean, je préférerais Kean parce que son activité, etc. Je pense que malgré tout, ce qui est bien, c'est que ça offre une palette en plus. Voilà. C'est-à-dire que
tu mènes, t'es mené, la configuration de l'adversaire, bah, le rôle de Keane ou Icardi, tu as des profils différents, donc tu peux aussi t'adapter. Et ça, c'est important pour un coach. En début de match, mais aussi en cours de match. D'ailleurs, il faudrait dire un mot sur le coaching de Pochettino, parce qu'on en parle souvent, mais hier encore, quand même des choses à dire. Et puis la dernière chose, c'est que... C'est-à-dire, Yacine, je pense que son Le coaching changement tardif. Ouais, c'est trop tardif. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée de Neymar à la parce qu'il fallait lui redonner du temps de jeu. Et il rentre au moment où Mbappé semble être un peu gêné et que bon, stop. Mais finalement, après, il n'y a plus de changement. Et pourtant, Paris, quand même, est en difficulté, même s'il y a eu une heure exceptionnelle et tout. À un moment donné, je pense qu'il y a un ou deux changements à faire pour ramener du jus, parce qu'on voit bien que Paris n'est pas bien. Et malgré tout, encore une fois, si on veut être un peu vraiment négatif, il y a cette tête de Slimani sortie par Navas. S'il y a 4-3 à la 83e, encore une fois, tu sais pas comment ça finit. Après, les fins de match comme ça sont un peu folles. Il peut tout se passer. C'est dommage de gâcher ça là-dessus. Après, Voilà, Yacine, il a quand même les Lyonnais aussi, hein, tu sentais ça déclinait un peu. Hein. Il y avait de la fatigue des deux côtés, de toute façon. Donc, dans les 30 dernières minutes, Et toi, pas dans les dernières minutes. Moi, j'ai senti, en tout cas, de ce que j'ai vu hier du match, qu'ils avaient eu un peu un surplus de motivation par les rentrées aussi, qui ont fait du bien, de Bruno Guimaraes et de Slimani, qui ont apporté aussi offensivement. Et même Cornet, quand il a été repositionné ailier, on a vu, c'est passé quelques fois. Et si Navas ne te sort pas 2 arrêts énormes, tu peux quand même te retrouver. Voilà, tu sais pas. Alors peut-être que tu le calmes le match, hein, 4-3, mais en tout cas. Mais Paris a une ou deux occasions à la fin aussi. Hein. Il me semble qu'il y a. Bon, je me rappelle pas, mais bon. En tout cas, attention, tu peux perdre un match que tu maîtrises totalement. Et c'est dommage. Et tu as un banc de touche. C'est pas comme si tu n'avais pas de banc de touche et que tu te dis, il n'y a pas de solution. Donc, voilà. Ça faisait combien de temps, Yacine, qu'ils n'avaient pas fait autant d'efforts? Enfin, je veux dire, tu peux comprendre qu'à partir de la 60e, 65e, ouais, c'est pour ça. C'est qu'en fait, ils sont tellement pas habitués à faire autant d'efforts qu'à un moment, ça va décliner. Oui, mais c'est le rôle du coach. Là, je suis d'accord. De la fraîcheur, etc. Et la dernière chose, c'est que quand même, il n'y a qu'en France qu'on se pose les questions. Alors, la question de Mousse, c'est pas sur Mousse, hein, tout le monde se la pose, de se dire, il est que prêté, est-ce qu'il faut le faire jouer? Mais attends, il est sous contrat jusqu'au 30 juin et il joue. S'il est bon, il est au-dessus des autres. Je m'en fous, moi, d'Icardi. Il rêve de l'Italie. Il pense que peut-être, à un moment donné, tu peux pas. Il y a quand même des résultats à aller chercher. C'est-à-dire que si tu as 15 points d'avance en championnat, tu peux te dire, OK, je privilégie Icardi pour lui montrer qu'on compte sur lui. L'autre, il va repartir, etc. Mais là, tu n'es pas en situation de dire, si Keane a plus d'activité, t'apporte plus qu'Icardi. Moi, je suis désolé, à un moment donné, tu peux pas te poser cette question. Mais c'est dans le sens, Yacine, c'était dans le sens où si effectivement tu es sûr de ne pas garder Keane et que l'année prochaine tu as encore Icardi, que si tu mets Icardi sur le banc pendant 8 matchs d'affilée et que c'est un petit jeune qui lui passe devant, l'année prochaine il va falloir le gérer. Après l'année d'après pour le gérer, Icardi, tu vois, tu le remets titulaire, le mec va faire la gueule. C'est dans ce sens-là, moi je te parlais. Non, mais après oui, tu as raison. Mais je sais. Les meilleurs doivent jouer quoi qu'il arrive. Si tu vas chercher la Ligue des Champions avec Keane et qu'Icardi fait 8 matchs sur le banc, tant pis pour lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà. C'est aussi. Après, tu sens que entre Argentins, tu vois, voilà, il y a Pochettino, il est argentin, Di Maria est argentin, Icardi aussi. Tu sens qu'il a pas trop envie. D'ailleurs, moi, Hugo, tout à l'heure, sur une déclaration sur Keane, t'as l'impression qu'il veut pas froisser Icardi, Pochettino, quand il dit oui, non, je veux pas parler des individualités, etc. Ah oui, peut-être qu'avec un autre joueur, il l'aurait peut-être fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que Pochettino, il concerne tous ses joueurs aussi. Sa différence, oui, bien sûr. Pastore, qui en avait rien à carrer pour être grossier des remplaçants. À part Baker. À part Baker. Juste, Nico. Sur ce débat Icardi-Keane, toi, t'es plutôt. Tu Non, mais on l'a en plus. L'an dernier, il me semble que Cavani, il était à la rue et puis tout à coup, il s'est retrouvé titulaire et puis on a laissé Icardi sur le banc pendant plusieurs mois, alors qu'on savait que Cavani allait se barrer, tu vois. Donc, je pense que Pochettino. Mais là, c'est différent. C'est différent parce que je te coupe, parce que Tuchel n'avait pas validé l'arrivée d'Icardi, il n'en voulait pas. Et je crois qu'il y avait eu une dispute dans le vestiaire juste avant et c'est juste après qu'il s'est retrouvé sur le banc. Donc c'est pour ça que c'était un peu différent comme ça. Après, moi j'ai l'impression qu'il est assez pragmatique, Pochettino, et qu'il est là pour mettre la meilleure équipe possible et pour gagner. Et puis effectivement, c'est ce que dit Yacine, tu n'es pas aujourd'hui en position de faire de la politique et de penser à l'année prochaine. Il reste 8 matchs pour aller chercher un titre de champion. Bon, Icardi, moi je l'aime beaucoup, mais si Keane est meilleur, Keane va jouer. Je pense que c'est assez simple. Et de toute façon, j'ai quand même l'impression que on l'avait déjà vu à Barcelone. Hein. Rappelez-vous le match retour, tout le monde regrettait que Keane soit absent. On en parlait beaucoup dans l'absence de Keane. On avait déjà tous conscience que c'était une perte. Aujourd'hui,
sauf gros bouleversement physique dans les 15 prochains jours, je ne vois pas aujourd'hui Pochettino se priver d'un Keane à Munich pour le match aller. Ça me paraîtrait complètement suicidaire. Tu as une activité, tu as un pressing, tu as une puissance, tu as besoin de ce genre de joueur. Icardi, c'est un autre registre, mais tu sais très bien qu'à Munich, tu auras plus besoin de Keane. Ça me semble évident. Est-ce qu'il est sélectionné, Keane Ouais. Oui. Avec l'Italie. Keane, Florenzi, Verratti avec l'Italie. Ok, j'avais un doute, c'est pour ça. Okay. Ouais, ils sont sélectionnés, donc ils joueront avec l'Italie. Vous parlez de Florenzi, on va parler des latéraux. Yacine, je vais me tourner vers toi sur les matchs de Abdou Diallo à gauche et puis de Florenzi à droite. Alors, évidemment, Florenzi faisait son retour aussi parce qu'il a eu quelques blessures récemment. Moi, j'ai trouvé au diapason de l'équipe, on l'a vu offensivement intéressant sur certaines situations. Il n'a pas trop été dérangé défensivement. Toko Ekambi a été plutôt éteint aussi par les milieux de terrain, tu le disais tout à l'heure. C'est une performance évidemment collective, donc ils l'ont aidé aussi à être mieux protégé, on va dire. Et Abdou Diallo qui a confirmé son rendement, en tout cas dans ce qu'on attend de lui défensivement dans un gros match. Il a été solide, il a apporté quelques fois en dédoublant quand il pouvait, mais il est resté plutôt sobre hier, Diallo. Ouais, alors je vais commencer par Diallo. Diallo, on l'a souvent dit, nous tous ici, qu'on voulait le voir en latéral gauche. Depuis, il prouve quand même qu'on dit pas que des bêtises. Il a été bon, il a été sérieux. Le truc, c'est que sur l'histoire de l'apport offensif, parce que moi je l'ai écrit, évidemment qu'avec Kurzawa, il est moins souvent devant. Par contre, est-ce qu'il vaut mieux, encore une fois, c'est toujours le calcul, est-ce qu'il vaut mieux un mec qui monte 3 ou 4 fois par mi-temps, mais qui est juste, et qui est solide à son poste, ou est-ce qu'il vaut mieux un mec qui, soi-disant, monte 10, 15, 20 fois, mais qui t'apporte rien, et qui en plus a des lacunes défensives? Bon, moi, mon choix il est vite fait, la question est vite répondue, comme diraient certains. Mon choix, il est fait aussi. Hein. Je préfère qu'il monte 3-4 fois, juste quand il faut, quand il sent que c'est le moment, et c'est tout. Voilà, et moi je continue de penser qu'il apporte en plus une solidité et il apporte en plus une sérénité à Kimpembe qui a moins besoin de venir tout le temps anticiper l'erreur du latéral et venir couvrir, et donc qui est plus concentré sur son rôle de défenseur axial gauche. Voilà. Il a eu affaire à Kimpembe avec Depay hier. Hein. Ouais, il a fait de très bonnes couvertures, etc. Et puis dans le duel, bon, quand il est concentré et concerné, Kimpembe, bon, quand il y va, il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre côté, en fait, Florenzi, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui, il a besoin d'être protégé par les autres, défensivement, donc d'avoir le moins de travail possible et de se retrouver le moins possible en 1 contre 1. C'est ce qui s'est passé hier. Offensivement, il apporte, lui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, sur l'action du premier but, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est avant-centre. C'est lui qui est à côté de Verratti quand Verratti reprend le ballon. Par contre, Florenzi, on est sur ce qu'on a dit depuis qu'il est arrivé. Il n'est pas capable d'enchaîner, il n'est même pas capable de jouer 90 minutes à très haut niveau. Donc ces fins de match, il souffre. Et s'il doit jouer 2 matchs de suite de haut niveau, par exemple Lille et le Bayern, je ne suis pas persuadé qu'il en soit capable. Donc ça, c'est un problème parce que tes remplaçants à droite, c'est Dagba et Kehrer. Parce que Pembele, j'ai l'impression que ce ne sera pas lui. Donc, voilà. Et c'est le problème de Florenzi sur cette constance. Maintenant, effectivement, sur ces 60 premières minutes, il est dans le collectif, il est bon, il n'est pas mis en danger, il est protégé. Offensivement, il apporte. Il met un très beau centre un peu en demi-volée, là, tendu. Dommage qu'il soit juste un peu au-dessus de Mbappé. D'ailleurs, Mbappé, il fait pas d'effort, il ne tente même pas le retourner et tout. Non, c'était une blague. Donc voilà, je pense que oui, c'est de toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas mieux au poste de latéral droit. Maintenant, comment gérer 2 fois 90 minutes de 2 gros matchs qui vont s'enchaîner? Je pense que c'est ça la vraie question. Vu qu'en plus, il va en sélection. Voilà. Ouais. Nico, bon, essaye d'être objectif sur Abdou Diallo, sa performance en tant qu'arrière gauche. Et sur Florenzi, c'est 2 situations différentes parce que là, Abdou Diallo, clairement, avec Bernat pour l'instant qui revient petit à petit, mais qui n'est pas encore intégré évidemment dans les 11, dans le groupe parisien, qui reprend les entraînements collectifs. Il n'y a pas photo, c'est Abdou Diallo le titulaire à gauche pour avoir le plus de sécurité défensive. Et à droite, c'est vrai qu'avec Florenzi, bon, tu me diras derrière, c'est Dagba et Kehrer, donc ça apporte pas plus de garantie, mais c'est vrai que physiquement, il lâche un peu dans des matchs, donc il y a une vraie question à se poser sur l'enchaînement des matchs qui vont arriver à droite en tout cas. Après, la solution la plus simple pour commencer par Florenzi, c'est de le faire débuter les gros matchs comme ça, et puis à l'heure de jeu, de prendre le parti, de lancer un Kehrer ou un Dagba, il faut l'accepter. Donc ça te laisse un petit challenge du coup, parce que tu as 1 heure pour faire la différence avant d'être dans la merde potentiellement côté droit. Donc t'as un petit piment supplémentaire, tu vois. Donc oui, mais sinon Florenzi, moi j'aime bien ce joueur.
Hier, il fait vraiment un très bon match. Alors c'est dommage, il se rate sur l'action du deuxième but lyonnais. Voilà, il fait une mauvaise intervention. Je pense qu'il hésite à aller chercher le ballon devant, alors qu'on voit qu'il est un peu court. Il aurait dû plutôt bloquer le chemin au but. Voilà, bon, c'est une petite erreur d'appréciation, mais à part ça, je trouve qu'il fait un bon match. Après, c'est vrai que le creux physique, on le voit de toute façon, à partir de l'heure de jeu, il est moins tranchant. Donc, tu as effectivement. C'est sûr que quand tu te projettes sur le match à Munich, tu peux encore une fois être inquiet parce que tu sais que les côtés allemands, c'est très très fort. C'est le sens de ma question, Nico, aussi, parce qu'on le sait, la grosse force, bon, évidemment, la force du Bayern, c'est une force collective, mais ils ont des ailiers, ils ont une capacité, des ailiers très, très, on va dire, puissants, qui sont capables de rentrer à l'intérieur du jeu, qui savent dédoubler, qui savent prendre la profondeur. Quand tu as des profils comme Coman, Gnabry, qui a été encore excellent ce week-end contre Stuttgart, Sané, Leroy Sané, qui est aussi ultra intéressant. Voilà, il va falloir faire un bon match pour Florenzi. Bah, il va falloir surtout défendre à 3 dans ce couloir. C'est-à-dire qu'il va falloir l'apport de Gay, il va falloir l'apport aussi de Marquinhos en couverture, et puis aller même, soyons fous, d'un Di Maria également, qui va devoir aussi aller aider. Tu pourras pas en tout cas sur ce match à Munich partir dans l'idée que tu te retrouves sur du 1 contre 1 avec Florenzi, parce que ça va être compliqué. Donc ce sera une défense collective. Voilà, il va falloir qu'ils travaillent tous ensemble. Et je trouve que c'est ce qu'ils ont très bien fait justement hier pendant 1 heure. Donc c'est un motif d'espoir, vraiment. Après, de toute façon, t'as pas d'autre solution à droite. De toute manière, tu commences pas avec Dagba, ça c'est pas possible. Et puis Kerrer, j'en parle même pas. Donc de toute façon, t'as pas le choix à droite. Après, à gauche, t'as un peu plus de solutions, effectivement. Je pense que Kurzawa, ça y est, il est hors course. Honnêtement, je vois pas aujourd'hui comment il peut postuler à une place pour les gros matchs. En plus, à chaque fois qu'il joue, maintenant, le pauvre, il concède un penalty, donc ça va pas l'aider. Et puis ça, non, après c'est pour faire briller Navas. C'est ça, ouais. Après, moi je trouve que oui, Diallo c'est une bonne solution. Bon, on refuse de donner sa chance à un espoir néerlandais qui va jouer l'Euro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux plus rien vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde aux Pays-Bas est fan de Baker et en France, voilà, on ne comprend rien de foot en France, c'est comme ça. Mais non, ouais, non, plus sérieusement, Diallo, on l'a déjà dit longtemps ici, il y a longtemps, on aime bien Diallo dans ce poste gauche. Parce que et moi d'ailleurs, toi, même Yacine, je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il apporte plus offensivement, moi. Parce que je trouve que les montées qu'il fait, elles sont. Je trouve que c'est plus cohérent, c'est plus intelligent. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il monte moins, mais il sait quand il monte et ce qu'il fait, c'est juste en fait. Ouais, c'est mieux. Et quand il centre, c'est plus précis. Quand il a besoin, voilà, je trouve qu'il fait tout mieux que Kurzawa de toute façon. Donc il y a même plus de débat. Je pense que là, le côté gauche jusqu'à la fin de la saison, il est verrouillé avec Diallo et je crois qu'il n'y a aucun débat possible. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Ouais, Mousse. Bon, c'est vrai que nous, on a défendu depuis longtemps Diallo à gauche. Bon, maintenant, Pochettino l'a vu, notamment lors du match retour contre Barcelone où il est rentré, il a fait énormément bien. Bon, il y avait aussi d'autres matchs aussi avant. Mais lui, clairement, Diallo, il a validé son poste son ticket de titulaire jusqu'à la fin de saison. Et puis sur le match de Florenzi, voilà, tu le disais tout à l'heure aussi, on en parle un peu un creux physique qu'il faudra savoir gérer dans les grosses échéances qui arrivent. Juste, Mousse, il a un peu retourné sa veste parce qu'au début de saison, il était aussi assez fan de Baker. Faut quand même le rappeler. Oui, c'est vrai. Et que doucement, il s'est dit, ouais, peut-être que finalement, je vais aller vers Yacine parce que c'est moins dangereux. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu, Mousse, des commentaires positifs de ta part sur les matchs de Baker. Non, mais j'avais dit quand Baker avait enchaîné, c'était sous Thomas Tuchel, hein, parce qu'avec Pochettino, rarement, mais sous Thomas Tuchel, j'avais dit en enchaînant les matchs, je trouvais qu'il avait progressé un petit peu. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus, c'était pas un nul total, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est un joueur qui a ses limites et puis qui est jeune. Et moi, je suis persuadé qu'il peut faire une bonne carrière, Baker. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il joue à une équipe à son niveau, faut qu'on le prête, je sais pas. Mais ça peut être une. Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais ça peut être une. Tu peux l'envoyer un petit peu, quoi. Mais non, mais ça peut faire j'allais dire une bonne doublure, voilà, pas une bonne doublure, mais une doublure, mais il faut qu'il aille gratter un peu de temps de jeu ailleurs, mais non, je suis pas, voilà, disons qu'il a montré ses limites. Sur Florenzi, moi je suis comme Nico, hein, moi j'aime bien le joueur, je trouve que c'est un joueur de caractère. Hier encore, il a beaucoup proposé sur son côté. Il prend son couloir, il y va, il baisse jamais les bras. Bon, parfois il est peu servi, parfois il est servi, mais moi, je trouve que c'est un bon joueur. Là où j'ai un peu des doutes, on l'a tous souligné, c'est sur sa capacité à jouer toute la rencontre. On sait qu'une fois l'heure de jeu passée, ça devient compliqué, donc il faut systématiquement le changer. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné tous,
c'est son remplaçant. Il y a personne, voilà, il y a personne pour faire le job. Il y a Pembele, mais il semblerait que Pochettino a du mal à lui faire confiance. Je sais pas si c'est le contenu de ses entraînements, parce qu'il est dans le groupe pro, donc c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il est pas bon à l'entraînement, peut-être qu'il donne pas assez, peut-être qu'il travaille pas assez. Mais c'est surprenant de pas beaucoup le voir, parce que quand on le voit en match, en tout cas, il est bon Pembele. Donc il pourrait avoir une belle doublette normalement à droite. Quant à gauche, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Moi j'ai aussi milité pour Diallo. C'est bien parce que c'est un joueur qui a coûté cher. Et je me suis dit, s'il part avec peu de temps de jeu cette saison, même s'il y a eu les blessures, etc., moi, c'est un joueur que j'apprécie, même en défense centrale. Je trouve que c'est un joueur intelligent. J'avais peur qu'il demande à partir voir ailleurs parce que, voilà, pas de temps de jeu. C'est un joueur qui était important à Dortmund. Aujourd'hui, peut-être que la donne a changé. Pochettino va le mettre en concurrence avec Bernat, bon, plus pour la saison prochaine parce que Bernat devrait revenir courant avril, mais ça va être compliqué pour lui d'abord, il est pas inscrit en Ligue des Champions et puis, je pense qu'il va gratter un peu de temps de jeu sur les 8 dernières journées qui restent. Mais non, ça peut faire une belle doublette à gauche, hein, Bernat Diallo pour les saisons à venir. Quand on sait qu'il y a beaucoup de matchs, en plus il est polyvalent, Diallo qui peut jouer aussi en défense centrale. Donc, écoute, moi je suis content pour lui et puis voilà. Non, sur les latéraux c'est plutôt rassurant, on va dire maintenant. Ouais, pour conclure le podcast, on peut voilà, évidemment parler des prochains rendez-vous du Paris Saint-Germain. Donc là, il y a cette trêve internationale qui laissera le temps aux Parisiens de se reposer et à Pochettino de travailler, même s'il y aura quelques internationaux en moins. Et puis le 3 avril, hein, Yacine, le PSG Lille qui sera, là maintenant on peut le dire, avec les résultats du PSG récents, la finale dans la course au titre, je pense. Et puis évidemment le 7 avril, le quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern à l'Allianz Arena. Et puis le 13 avril, le quart de finale retour au Parc des Princes. Yacine, ça peut englober aussi en même temps la question sur la fin de saison du Paris Saint-Germain et les grosses échéances. Sur ces 30 dernières minutes aussi du Paris Saint-Germain, où ça a été, il y a eu une baisse évidemment peut-être logique de forme, d'intensité. Contre le Bayern, ça peut vite devenir compliqué parce qu'on le sait, sur 90, voilà, c'est une équipe quand même qui est réputée pour ne pas lâcher ou avoir de temps faibles. On va dire, il y a des temps faibles parce qu'il y a la défense qui est moins performante que les saisons précédentes, mais ça reste quand même cohérent pendant 90 minutes le Bayern sur un match. En fait, c'est justement la différence avec le Bayern, c'est que le Bayern, quand déjà ils font des changements, et en fait ces changements ils font mal, c'est-à-dire que quand tu mets par exemple Gnabry Sané et que au bout de 65 minutes tu fais rentrer Coman, voilà le latéral qui l'a sur le dos, qui s'est tapé Gnabry pendant ou Sané de l'autre côté pendant 65 minutes et qui voit Coman rentrer frais, voilà c'est compliqué. Donc moi je pense que ici il y a eu 5 changements qui ont été autorisés pendant le Covid, c'est qu'il y avait une raison. Et je trouve que Pochettino ne s'en sert pas assez parce qu'il y a des moments clés un peu dans le match où voilà, et en Ligue des Champions, si tu fais une heure comme tu as fait là, admettons, et que tu vas mener 2-0 et que sur les 30 dernières minutes, parce que si tu prends les vagues du Bayern, les vagues de Lyon hier contre le Bayern, c'est pas le même résultat. Donc, et que tu vas perdre un match 3-2 parce que tu n'as pas voulu faire de changement, c'est problématique. Et encore une fois, je répète que Pochettino a un banc de touche. C'est pas comme s'il y avait personne. Donc, hier, il y a quand même Paredes, il y a quand même Draxler, il y a quand même. Enfin, je veux dire, tu as des joueurs à pouvoir faire rentrer sur 20-25 minutes. Donc voilà, ce sera je pense, une des clés. Maintenant, l'avantage de PSG Lille qui va jouer en même temps que Leipzig-Bayern. Donc, c'est-à-dire que le Bayern a un gros match en même temps que le PSG a un gros match. Et en plus, ils jouent à la même heure, enfin à peu près, parce qu'ils jouent à 18h30 le Bayern. Donc, en fait, ils vont arriver dans le même état, entre guillemets, en tout cas athlétique, le mercredi. Voilà, moi je pense que honnêtement le Bayern c'est très fort, c'est costaud, c'est une machine, mais il y a des lacunes, j'en ai montré certaines sur la vidéo. Il n'y a personne qui est invincible. Voilà, s'il y avait une équipe invincible, ça se saurait, c'est-à-dire que tous les ans au mois de septembre, on se dirait bon bah voilà, il y a une équipe invincible, ils vont gagner la Ligue des Champions, leur championnat, c'est pas la peine d'y aller, c'est terminé. Toutes les équipes ont des lacunes, toutes les équipes ont des temps faibles. Je pense que la vraie clé elle sera dans la justesse que mettra le PSG dans ce qu'ils voudront faire en fait. Faut que le plan il soit respecté. Voilà. On en reparlera évidemment Nico du Bayern avant on peut dire un petit mot quand même, mais on est déjà à 1h23 de podcast, donc je ne vais pas faire trop long parce qu'après ça devient inaudible. Même s'il y a des gens, certains nous réclament 2 heures de podcast, on a tous des emplois du temps. Je sais que vous aimez bien le podcast, évidemment nous aussi, mais évidemment il faut faire avec les emplois du temps de chacun. Et Nico, c'est vrai que contre le Bayern, Yacine nous disait, ça jouera aussi sur les détails. Il faudra que le PSG soit, quand ils auront le ballon, ça peut jouer aussi en contre, un peu comme le match du Barça en fait.
Ce sera, oui, comme le match du Barça et puis comme la finale de Lisbonne l'été dernier. On a vu que le PSG, quand il était dans un grand soir, pouvait regarder dans les yeux de n'importe quelle équipe. Ils l'ont prouvé en finale contre le Bayern. Tout le monde prenait des valises contre le Bayern. Nos amis catalans en avaient pris 8. Enfin, ils étaient injouables et à l'arrivée, on a vu que le PSG a fait vraiment plus que jeu égal pendant toute cette finale et que ça s'est finalement joué à des petits détails. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que sur une double confrontation, je pense que la supériorité du Bayern va un petit peu plus se voir parce que c'est une équipe qui est supérieure collectivement au PSG aujourd'hui, c'est une évidence. Mais comme le dit Yacine avec justesse, il n'y a personne d'invincible et il y aura forcément des coups à jouer. Il faudra faire 2 matchs parfaits ou presque. Il faudra faire un minimum d'erreurs. Il ne faudra pas évidemment réitérer les 90 minutes qu'on a vues au retour contre le Barça, parce que ce sera rédhibitoire. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, tu peux évidemment inquiéter le Bayern. Aujourd'hui, mon optimisme légendaire va vous dire qu'on ne va pas se qualifier. Pas de prono, pas de prono, pas de prono. Ah, c'est pour ça, je vous le dis. Je ne pense pas que PSG va se qualifier aujourd'hui. Mais comme je suis encore une fois nul en prono, ça veut dire que tout est possible. Et par contre, juste un petit mot sur le match de Lille. Ça va être effectivement un match très important. Par contre, je ne pense pas que ce sera une finale parce que ce championnat, il est tellement bizarre que derrière, il va rester 7 matchs et que je reste persuadé qu'il va encore y avoir plein de matchs ratés pour tout le monde. Il va y avoir des passages à vide. Le PSG va avoir un gros calendrier. Donc, non, c'est loin d'être terminé le championnat. Et ce sera important de battre Lille parce que tu leur mettras un vrai coup au moral. Mais ce sera tu donnes un joker. Oui, exactement. Voilà. Mais quand il va falloir aller à Strasbourg, par exemple, entre les 2 matchs de Ligue des Champions, là, bah, ce match-là, je vais pas y aller en pantoufle en disant c'est réglé. Hein. C'est le genre de match qui vont être également très très compliqués. Donc non, ça sera, à mon avis, jusqu'à la 38e journée, on va attendre de connaître le champion, hélas. Bon, je révise ma phrase, du coup, ça ne sera pas la finale, le PSG Lille prochain, mais ça sera un match qui pourra donner la victoire, on va dire, de façon plus avancée pour le championnat, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Ouais, non, mais Lille, ce sera important. Moi, la question que je me pose, par rapport au Bayern, c'est Neymar, en fait. Parce que là, il a eu une demi-heure, mais bon, ça va pas servi à grand-chose. Tu as une trêve de 15 jours où il restera à Paris pour travailler, mais en termes de compétition, il aura peut-être juste les 90 minutes face à Lille. Donc moi, c'est un peu la question, l'état de forme de Neymar face au Bayern, même si on sait que c'est un joueur qui est motivé par le challenge, qui a peur de rien, qui se cache pas. Donc moi, c'est un peu l'interrogation sur le reste. Écoute, le Bayern, voilà, il l'a très bien expliqué dans sa vidéo, Yacine. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des choses à faire contre le Bayern, et notamment le rôle d'Mbappé, la vitesse d'Mbappé. Le Bayern, ça joue très haut. À l'instar un peu du deuxième but d'Mbappé contre Lyon, voilà, il va falloir se servir de ce genre d'action. Moi, je suis pas complètement défaitiste comme les supporters sur les réseaux où dès que tu as eu le Bayern, tout de suite, ça y est, c'est fini, on va se faire défoncer, etc. La Ligue des Champions, c'est une compétition particulière, c'est un match aller-retour. On sait, Nico l'a rappelé, hein, finale, il y a eu 1-0, même si je dirais pas qu'on a fait jeu égal, parce que pour moi, quand même, dans le jeu, le Bayern à Lisbonne était supérieur pendant la finale, mais il y a eu un raté d'Mbappé, on a eu des occasions. En termes de tir, je crois qu'on n'était pas loin l'un des autres, c'est vrai. Après, voilà, comme l'a dit Yacine, la différence, c'est que le Bayern, et toi aussi, Hugo, tu l'as rappelé, c'est que c'est une équipe qui joue à fond pendant 90 minutes ou plus s'il y a prolongation. Mais écoute, moi, je suis pas vraiment défaitiste, quoi. Vraiment, je sais parce que je sais de quoi Paris est capable. Je sais que on l'a vu à Barcelone, même si le Barça, c'est pas le Bayern, mais voilà, ça reste une grande équipe et je vois pas pourquoi le PSG tout de suite. Ok, le Bayern est supérieur, mais ça veut pas dire que le Bayern va forcément éliminer le PSG. Maintenant, si Bayern élimine le PSG, j'ai envie de te dire peut-être dans les esprits, ce sera un peu moins grave parce que elle est considérée cette équipe comme la meilleure du monde. Tu digères plus le fait de te faire éliminer par le Bayern que par, je sais pas moi, une équipe qui est moindre comme l'Atalanta ou tu vois, Dijon. J'avais compris quoi. Ah non, pas Dijon. Dijon. Pour finir sur Dijon. Mais oui, moi, tout dépendra de l'entame de match, s'il y a un but à l'extérieur, etc. Moi, j'y crois. Je suis pas forcément pessimiste, quoi. Vous la sentez, cette odeur? Non? L'odeur du but de Choupo-Moting sur le match retour? Non, moi, je la sens pas parce que je pense il rentrera même pas en jeu. Mousse, il a marqué le match retour contre la Lazio, il a joué 30 minutes, Choupo-Moting, donc il joue quand même, hein, Choupo, il marque, hein.
Ouais, sans doute, mais est-ce que dans un quart de finale, aller-retour, c'est le joueur que tu vas vouloir faire rentrer? Alors peut-être pour des leviers psychologiques, je sais pas, c'est possible, mais non, c'est pas lui qui me fait le plus peur. Moi, vraiment, c'est leur milieu de terrain, c'est Kimmich, c'est Lewandowski, c'est comme l'a dit Yacine, c'est les ailiers super rapides qui me font peur. Mais après, si Choupo il rentre, il marque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est notre destin, hein, c'est comme ça. Encore pire, mais je crois que c'est encore moins de chances de se produire, c'est un but de Bounassar. Mais bon, mais ça serait beaucoup plus humiliant, tu vois. Juste 10 secondes. Après, avec un peu de chance, c'est un peu le bordel au Bayern en ce moment avec l'entraîneur, le directeur sportif et tout. Bon, s'ils veulent bien s'embrouiller une fois par temps, c'est Hollywood, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Bah, à une époque où c'était un peu le bordel avec Ancelotti, etc., on a gagné au parc 3-0 avant de perdre chez eux 3-1, mais c'est vrai que ça avait joué sur le. Vous retenez pas. Nous, c'est toujours la merde chez nous. Pour une fois que c'est un peu la merde chez les autres, on va pas se plaindre. Bon, et j'oublie souvent de le dire, mais je sais que pour ceux qui aiment le contenu, likez la vidéo. Hein, j'oublie souvent de le dire, mais abonnez-vous à la chaîne de Paris United sur YouTube parce que vous retrouvez évidemment plusieurs contenus. Il n'y a pas que le podcast, il y a évidemment les vidéos de Yacine, les minutes tactiques du coach Yacine. Et il y en aura évidemment une. Je vous invite à voir celle sur le Bayern si vous l'avez pas vu, qui est très intéressante pour décortiquer justement le jeu du Bayern lors de ce match ce week-end contre. Mais la question est, Hugo, est-ce qu'un jour il fera une minute tactique sur Baker? Ça serait intéressant, ça aussi, tu vois. Il pourrait être accompagné de Nico. Ouais. Ça serait en guest, Nico. Mais il faudrait qu'il joue plus de 2 minutes d'affilée, quoi, Baker. Ça y est. Elle est réclamée cette minute en plus, je vous signale. Il y a beaucoup de commentaires positifs. Hein. Le problème, c'est que je fais une minute qui dure 20 minutes, mais sur Baker, c'est une minute qui va durer 3 secondes. Donc, Ouais. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Il y a plein d'autres contenus et de liker la vidéo si ça vous a plu. Je veux vous remercier, Yacine, Nico et Mousse, d'avoir été avec moi pendant plus d'une heure pour revenir sur cette belle victoire donc, du Paris Saint-Germain. 4-2 contre l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain qui est donc leader de la Ligue 1. Trêve internationale. Donc, le 100e numéro du podcast, je pense qu'on le fera pendant, parce qu'on va pas le faire pour le match contre Lille. Peut-être un numéro spécial à Mousse. On y réfléchit, on a quelques pistes. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire, ouais, bien sûr. On va essayer de vous faire un contenu de qualité, évidemment, comme toujours, pour ce 100e numéro. Et puis, on vous souhaite une bonne trêve internationale. Amusez-vous bien avec les matchs de l'équipe de France. Profitez, même pour les autres, ceux qui sont de nationalités différentes. Mais la fameuse trêve qui fait plaisir, celle-là. Celle-là, elle fait plaisir. Hein. Mais Yacine, il regarde que l'Algérie, de toute façon. Donc, voilà. Non, mais moi, je regarde tous les matchs, c'est ça le pire. Il n'y a rien d'intéressant en plus. En tout cas, on va voir ce que Belmadi nous concocte. Reposez-vous bien, les supporters parisiens. Bonne trêve internationale. Et puis, on se retrouvera évidemment pour le 100e numéro. Et puis, pour le débrief du match très important contre Lille, décisif dans la course au titre. Salut à tous et bonne journée. Ciao. Ciao tout le monde.